Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ben, ça va, il a fait chaud aujourd'hui, hein. Ah ouais, ça, t'as pris des couleurs, on dirait, hein? Mais ça fait maintenant 2, 3 semaines que je suis dehors tout le temps, donc tu vois. Ah, ouais, fatalement, l'un dans l'autre. Tu sais joindre l'utile à l'agréable, comme on dit, hein? Mais il faut savoir gérer son planning. Ah, t'as bien raison, t'as bien bien raison. Sinon, comment tu vas? On Ah, va faire semblant, on va faire semblant qu'on s'est pas eu au téléphone, hein? on s'est eu au téléphone? Comment ça va, Patrick? Ça se passe Ça bien? va, cool. Ouais, à part Ouais. que le jiu-jitsu, ça commence à manquer, mais ça va. Ah, ouais, ben on va y venir, on va y venir, on va en parler. Au niveau de l'entourage, la famille, tout ça, ça va, ça a été, pas trop eu de, pas été touché par ce virus. Non, ben, Dieu merci, Inch'Allah. Parce que voilà. Heureusement, bah ouais, non, c'est clair, c'est clair. Parce que bon, Ouais, on a beau dire, c'est quand même un virus qui existe, tu vois. Maintenant, sous quelle mesure, ça c'est encore un mystère. ouais, tout à fait. Mais voilà, il y a quand même des gens qui sont tombés malades, donc on a beau vouloir retourner à la salle, malheureusement, il y a quand même des gens, il y a Ouais. notamment une ceinture noire, hein, qui a plus, enfin, récemment, là, j'ai entendu qu'une ceinture noire à Creil de Jiu-Jitsu qui a été fort touchée, qui était sous respirateur et tout. Donc voilà, ça nous rappelle quand même que malheureusement, ça existe. C'est bien là. Tout à On va fait. Et pas. il y a même des ceintures noires de renom qui ont été touchées par le Ouais, coronavirus. en plus, qui ça Il y a eu encore? Roger Grazzi qui est resté un Ah ouais, mois c'est complètement juste. bloqué, un mois, alors que quand tu vois l'individu, je veux dire, il a une constitution physique de Ah ouf, ouais, bien je sûr, veux bien dire, sûr. Ah, ouais, tu puis c'est vois, un et athlète il de y a haut eu niveau, hein. tout à fait Jacare qui était positif C'est vrai, c'est vrai. aussi, voilà, C'est à juste, ouais, c'est l'UFC, juste. à l'UFC, C'est ouais, juste. voilà, Ah, tu vois, comme quoi, ouais, comme quoi personne n'est à l'abri, hein. Eh ouais. exactement. Eh ben écoute, ça s'est connecté assez vite, hein. Bonjour tout le monde. Bonsoir déjà tout le monde. Je vous disais, faites pas attention Bon, ça va. à ma tête, hein. Je suis un peu fatigué, moi. Je suis réveillé tôt, la Ben, journée était longue. tout le Mais monde moi aussi, j'étais réveillé avant 6 heures, et voilà. ouais, voilà, Donc, c'est ça. Mais bon, on est là, on va passer un bon moment. On va avoir plein d'informations parce que j'ai prévenu un peu tout le monde, hein, que ce soir, on allait avoir on allait en avoir pour notre temps, parce que c'est gratuit. Mais voilà, au niveau info et au niveau expérience, je crois que en termes de jiu-jitsu brésilien, t'es, pour pas dire le mieux placé, très très bien placé pour nous expliquer un peu quoi, comment. Euh, ben écoute, Patrick, je vais te faire l'affront de te dire de te présenter. Hein. Ceux qui font du jiu-jitsu brésilien et qui te connaissent pas devraient un peu revoir leur classique, mais c'est pas grave, on leur pardonne. On va quand même, tu vas quand même te présenter simplement, nous dire un peu qui tu es, et voilà, et qui tu es comme homme dans un premier temps, et puis on parlera jiu-jitsu par après, quoi. ok, ben voilà, je pense que j'ai été un pratiquant d'arts martiaux de toujours. Donc, j'ai commencé les arts martiaux, j'avais 6 ans, je pense. Tu vois, donc, voilà, j'ai touché à peu près à tout. J'ai fait du kick du kick de la taille pendant une bonne dizaine d'années. Dernière année, j'ai dû faire, je sais pas, 8 combats sur un an sur le ring. Donc là, j'ai eu ma dose, c'était trop. Voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté. Voilà. Alors, bon, tu sais, à un certain âge, quand on est plus jeune, on aime bien frapper, on aime bien que ça, voilà. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres trucs. Puis il y a eu l'époque Steven Seagal, on va dire. Tu vois, j'ai eu l'occasion de le Mhm. rencontrer, entre autres. Tu vois, et là, je suis devenu, parce que j'avais un vieux maître qui était un féru de tout ce qui était Aikido, et surtout la forme Aikijitsu, qui est très différente, en fait. Parce que c'est la forme originelle de l'Aikido, donc la forme véritablement liée au combat de rue, au combat sur le Ouais, terrain. l'équivalent aujourd'hui on appellerait ça un self, un art de rue, quoi. Ouais, parce que la différence, c'est que l'aïkido, c'était la voie douce, comme Hiroshima a développé après ses 43 ans, quand il est revenu de son exil en Chine, où il avait été condamné à mort. Et on dit qu'il a eu une illumination qui a dit, il faut arrêter
les trucs violents parce qu'il avait tué des centaines de personnes, hein, il faut pas se leurrer, en combat en Chine. Donc, il a dit, bon, il faut faire une voie douce. Et la voie douce de l'aïkido, c'est tu neutralises l'attaque, tu l'expulses du cercle et ça s'arrête là. Celle Voilà. qu'on connaît aujourd'hui, quoi, en gros. Voilà, tandis que la voie originelle, c'était, bon, tu neutralises l'attaque, tu l'emmènes à l'intérieur du cercle et tu le casses. Et c'est fini. Tu vois, ça, c'était la voie originelle. Donc, voilà, donc j'ai bossé sur cette voie-là parce que je trouvais qu'au niveau de la self-défense, pour moi, c'était le plus réaliste. Je te dis, j'ai eu la chance de rencontrer à Paris Steven Seagal dans un gros séminaire au Cercle Tissier organisé par Christian Tissier, qui était un adepte, je veux dire. Et voilà, c'est un personnage, je veux dire. Mais lui, il a un gabarit, il tuerait n'importe qui, je veux dire. Hein, c'est un ours, vraiment un ours, tu vois. Il Ben, fait c'est 2 vrai qu'avec mètres, il pèse 100 kilos, voilà. avec les films, tout ça, on a tendance à pas se rendre compte, mais c'est vrai que derrière, bon, il y a quand même un artiste martial, quoi, l'air de rien. Oui, tout à fait. Tu vois. Ouais, c'est quand même été le premier occidental à pouvoir donner le cours là-bas. Tu vois, au Japon. Donc, je veux dire, quand les Japonais te laissent faire un truc, c'est cool. Hein. C'est que t'as gagné le respect, quoi. Ils sont les maîtres chez eux. Voilà, j'ai eu l'occasion l'année dernière, il y a 2 ans, d'aller au Kodokan, d'aller au Japon, d'aller travailler avec les samouraïs l'année dernière au Japon. Et quand un Japonais te donne le respect, c'est qu'il y a respect. Hein. Ouais. Faut pas se leurrer. Hein. Je veux dire, parce que c'est pas gratuit au Japon. Ah, bah, la culture amène à ça aussi, quoi. Hein. C'est beaucoup Voilà, plus pris au tout à fait. sérieux, quoi. Voilà, tu dois prouver ce que tu vaux, c'est tout. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, à un moment donné, je me suis intéressé au BJJ. Parce que le BJJ aussi, c'est aussi le combat en corps à corps, les clés. Mais tu vois, la Kijitsu, ça démarre debout et puis ça s'arrête. Mhm. Katamewaza, et puis voilà, on est au sol et après quoi? Tu vois, alors Ouais, qu'on sait très bien que ça continue. Voilà. et toi, bah écoute, on va passer fatalement au deuxième volet, hein, qui va vraiment nous intéresser ici, même si le premier volet est super intéressant. Le jiu-jitsu brésilien, comment, Mhm. comment est-ce que toi, à un moment, tu t'es retrouvé sur ce chemin-là, en fait, tu vois? Après, voilà, moi j'ai lu je me suis documenté, hein, j'ai quand même travaillé un petit peu. J'ai vu que voilà, hein, c'était dû à des voyages aux États-Unis, d'amis, etc. Réexplique-nous un petit peu ça, parce que on se dit aujourd'hui c'est facile, on fait des voyages, on va, on trouve des académies partout. À l'époque où toi tu commences, bah le jiu-jitsu brésilien, en gros, il y a personne qui sait ce que c'est, quoi. Tu vois, donc comment est-ce que tu arrives là? Comment est-ce que tu, Ouais, tu tout prends à ce fait. chemin-là? En fait, j'avais un couple d'amis qui, tu vois, qui s'entraînaient dans la même salle que moi, et elle assistait à mon cours d'Akijitsu, parce que j'étais prof à l'époque, je donnais cours, Ok? et elle assistait à mon cours, et tu vois, et comme ils étaient aux États-Unis tout le temps, chaque vacances, que ce soit, tu vois, Toussaint, Pâques, Carnaval, tout l'été, les vacances de Noël, ils étaient tout le temps partis aux États-Unis. Et, et fin 93, donc après vacances de Noël, elle rentre des États-Unis et elle me dit, Pat, j'ai un truc pour toi, ça va te plaire. Et elle me donne une cassette d'UFC. Le premier UFC qui avait lieu en novembre, en 93, avec Rose. Le Et je vois fameux. ça et je dis, purée, lui, il tue, lui. Ça, c'est un truc. Comment avec les clés, tu vois, rien qu'avec les clés, la maîtrise, aucune maîtrise même réelle de la frappe, il contrôle le bonhomme, mais il le finit. Et je dis, ça, c'est un truc qui me tue. Bon, le temps passe là-dessus. Bon, je trouve ça fantastique, mais bon, ça s'arrête là. Et puis, elle part en vacances avec son mari. Ils partent à Carnaval. Et à Carnaval, quand elle rentre, elle me dit, là, c'est un truc, ça va vraiment te brancher. Et elle me ramène une série de cassettes. Des cassettes techniques, en Kim, sans Kim. Donc, on est début 94, là, tu Dans vois. les années Et, 90. ouais, début Ah ouais. 94. Et c'était Kazeka Muniz, qui est maintenant, bon, pour ceux qui le connaissent, je pense qu'il y a toute l'école d'Anvers a Ah, découlé c'est une de lui. référence, ouais, c'est une référence, hein, Les ouais, ouais, frères bien sûr. Goffard, etc., ont découlé en définitive de lui, etc., et dont toute la lignée, dont Wim d'ailleurs. Wim qui était un Mhm. élève des frères Goffard aussi après. Ouais. Tu vois. Donc Kazeka était vraiment très fort. Et sans Kim, il était encore plus fort. En fait, Kazeka était un élève de Rickson, en Californie. Ouais. Voilà. Il était uruguayen ou paraguayen d'origine, mais il vivait aux États-Unis, en Californie. Et donc, et quand il est devenu ceinture bleue,
bon, t'es émigré, parce que bon, il était émigré aux États-Unis, Mhm, t'as envie de te mhm. faire de la thune. Ben, lui, il s'est dit, merde, ça c'est un truc. Voilà. Parce que Rickson était comme ça, tu vois. Bon, moi, j'étais son élève. Ah, Rickson, tu pouvais rien noter, rien photographier, rien filmer. Tout devait être dans ta tête et c'est tout. Ça s'arrête là. Donc, si t'as pas la mémoire vraiment visuelle, eh ben, laisse tomber. Il te faudra des années, des années, des années. Tu vois? Et en fait, Kazeka, avec Panther Distribution, qui était un gros truc aux États-Unis, et il a commencé à développer une série de cassettes en Kim, sans Kim. Et elle m'a ramené ça. Et quand moi j'ai vu ça, je dis ça, c'est un truc de fou, quoi. Et d'ailleurs, ça lui a valu, à Kazeka, il s'est pris de la thune, mais ça lui a valu de se faire éjecter de Rickson Gracie Association. ah, il s'est fait bannir carrément, ouais. Ah ouais, ouais, il était bleu, mais il s'est fait virer. Au revoir. Ah ouais. Parce que ça, Rickson, il n'a pas admis, parce que Rickson bouclait tout, la famille Gracie bouclait tout, et lui, il sort un truc en vidéo. Tu Ah, vois, c'est comme si on... il a fait du business quelque part sur leur dos, quoi. Ouais. Voilà, et c'est comme si toi, tu donnais les secrets, alors qu'eux ne veulent pas les donner. Tu vois, voilà. Donc, alors bon, moi, j'ai bossé là-dessus, tu vois. Et alors, comme ça, de fil en aiguille, à un moment donné, euh, Derval, Christian Derval, qui avait un très gros club, qui dirigeait le cercle Mais Tissier. juste, je me permets de te couper, Pat, parce que tu dis, j'ai bossé là-dessus. Donc, en gros, parce que voilà, ici, on a, sur le live, et puis les personnes qui vont regarder la vidéo par après, on Ouais, a des jeunes de 16, 17, 18, 20 ans qui ont commencé le jiu-jitsu il y a 2, 3 ans, qui ne connaissent pas cette part du jiu-jitsu, qui est pourtant le début, euh, et qui, eux, sont habitués à YouTube, sont habitués à, tu sais, taper le nom d'une technique et en avoir 25 000. Donc, toi, en gros, les vrais débuts, les vraies premières accroches que tu as avec le sol, c'est les ouais, cassettes de ouais. Kazeka, ou alors, et tu travailles tout seul, du coup, ou tu as un partenaire, ou c'est comment que ça se Ben passe à voilà, ce mais moment-là, tu quand vois? moi je donne cours, tu vois, très Ouais. vite, je parle de ça, et quand on va en Katamewaza, et on va au sol, dans les finalisations, j'enchaîne, et puis les gars, ça les intrigue, et puis très vite, se sépare un petit groupe dans le cours. Ah, Si bien que mon grand maître à moi, en Akijitsu, mhm. me dit pas, il faut arrêter parce que ton cours, c'est plus un cours d'Akijitsu, il me dit. C'est Et ça qui est tu es super trop au intéressant. sol. Tu es trop Ah, au sol. Et alors, moi, je commence à jouer parce qu'on était 2 ou 3 ceintures noires, tu vois, on se relayait dans le cours. Le mhm. grand maître était âgé, vraiment âgé. Donc, nous, on donnait les cours. Et puis, moi, je commence à jouer avec les autres ceintures noires au sol, tu vois. Et alors, ça Ah, commence à énerver tout le monde. Et alors, à un moment donné, il me dit, Patrick, tu peux plus faire ça parce que, voilà, c'est plus un cours d'Akijitsu. Je dis, OK, d'accord. Eh bien alors, à dater de ce jour, je remets ma ceinture noire d'Akijitsu, je redeviens ceinture blanche et je fais du Jiu-Jitsu brésilien. c'est c'est dingue, parce que énormément de personnes, on le voit aujourd'hui avec tous ces différents arts martiaux, enfin arts martiaux, tous ces différents, on va dire, sports de combat qui émergent, tu vois, hein, de différents arts martiaux. On voit que chacun un peu, tu vois, fait son petit truc de son côté. Donc toi, en fait, à ce moment-là, je reviens là-dessus. J'ai eu Valon il y a pas très longtemps aussi sur un live et on revenait là-dessus, évidemment dans une autre proportion, mais lui aussi qui est quelqu'un de super on va dire, reconnu dans son sport de pied-point, lui aussi un jour a décidé de devenir ceinture blanche en jiu-jitsu et de commencer le jiu-jitsu. Moi, je trouve ça génial. Et toi, c'est encore pire parce que toi, tu aurais pu quelque part développer même une branche d'aikijutsu, hein, tu vois, où tu aurais pu un peu mélanger des trucs. Tu aurais pu faire ça. Mais en fait, non, tu as vraiment décidé de redevenir ceinture blanche. Et enfin, c'est quand même, ça demande quand même quelque part de remettre son ego complètement de côté, tu vois. Et c'est pour ça que je voulais que tu nous expliques un peu cette partie-là, parce que les gens ne se rendent pas spécialement compte de ça aussi, quoi, tu vois. En Et donc, plus, tu c'est deviens... revenir, voilà, et c'est revenir à zéro Ah à ouais, 35, à 35 ans. ah ouais, c'est exactement ça, ouais. C'est avec tout un Tu passé vois? derrière toi dans les sports de combat, les arts martiaux. Donc, Ouais, tu reviens à zéro dans une discipline et dans un art, mais quelque part derrière, il y a 35 ans de pratique dans autre chose. Et ouais, tout donc, à fait. tu es ceinture blanche, et comment ça suit, du coup? Ah ben, je suis ceinture blanche, je commence à avoir un petit groupe que tu vois qui monte de plus en plus. Et puis après, bon, on s'entraîne parfois dans des conditions qui étaient ouf. On a travaillé parfois dans des trucs sur du béton, avec de la moquette, tu vois. Ah ouais, je veux dire, les gars, les coudes et les genoux, ils étaient morts, hein, bien entendu, hein, tu vois, voilà. Ah, je rigole parce qu'il y en a certains qui se plaignent parfois des tatamis qu'ils peuvent retrouver dans certaines salles, tu vois. Alors, tu vois, quand les gars, ils râlaient un peu, je disais,
attendez les gars, quand vous allez chuter dans la rue, vous allez chuter sur le trottoir. Donc voilà, vous plaignez pas. Tu vois, c'est un peu ça le Ah, truc, tu vois. ah, il y avait ce rapport à la rue qui existe plus du tout aujourd'hui dans le jiu-jitsu brésilien, hein. Mais je vais te dire que quand on a commencé comme ça, en fait, c'était pas du tout dans la voie du Brazilian Jiu-Jitsu tel que Mhm, maintenant on le mhm, conçoit maintenant, tu vois. Parce que, en fait, donc, Derval m'avait contacté et Guy Mialo, qui étaient les pionniers vraiment en France, tu vois, il m'avait contacté, il m'avait dit, écoute, voilà, ils avaient fait une petite promo. Et puis, j'avais été en contact avec eux, il m'avait dit, écoute, on va faire un gros truc. On va faire un gros mhm. truc, on va faire venir donc fin d'année. Donc là, on est fin 94 et on va faire un gros séminaire. Ah, on va faire venir Rickson Gracie en personne. Ah ouais. Voilà, on va faire un gros truc parce que ça coûte tellement cher qu'il faut 200-300 gars sur le tapis. Donc dans une salle, tout un week-end, on va faire un gros truc avec lui. Donc ok, moi j'y suis allé. Et quand j'ai vu le gars, ce qu'il faisait avec l'élite des judokas français, j'ai dit Il jouait attends, avec eux, quoi. attends, mais si je te dis, à la limite, on dirait même que c'était par moment insultant. Parce que par moment, ouais, insultant, parce que par moment, il provoquait l'un ou l'autre, tu vois. Et il disait, viens, on va au sol. Il mettait ses mains dans sa ceinture noire et il les finalisait sans utiliser ses mains. Ça, pour Eh, le coup, ben, quand tu vois ben, ça, donc c'est rien qu'avec ses jambes. Il les gérait avec ses jambes, il les finissait en triangle sans les toucher avec ses mains. ben, il y avait peut-être aussi ce côté un peu, enfin après voilà, tu les as plus que croisés, tu les as fréquentés, mais il y avait aussi peut-être un peu à l'époque chez ces gars dont la famille Gracie, qui étaient quand même les précurseurs quelque part et que donc du coup bah ils connaissaient plus que les autres. Il y avait aussi ce côté un peu arrogant, tu vois. Non, j'ai un peu Ouais, l'impression aussi, tu vois, ils ce côté un adoraient. peu voilà, nous on va vous montrer quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et alors, bon, suite au succès de ça, il y a eu un groupe qui a vraiment émergé là, en France, et qui a dit, ouais, eux, ils sont trop, quoi. Ericsson, il est vraiment. Et alors, bon, Derval et Mialo m'ont recontacté et m'ont dit, écoute, début 95, genre Pâques, un truc comme ça, on va faire un truc, un camp à Thonon, dans le truc sportif de Thonon, et un grand centre sportif là. Une semaine, un groupe limité je crois qu'on était 24 ou 25, un groupe limité pendant une semaine. Donc du lundi au samedi, 7 heures par jour. Ah ouais. 3 heures le matin, 4 heures l'après-midi, avec Rickson et Roller. Tu Le vois, vrai camp quoi, le vrai camp. le vrai camp, vraiment, ouais, là, où physiquement ça attaque, mais ça attaque. Je veux dire, tu vois. Alors, on était une vingtaine, donc, et alors c'était un truc de fou parce que, en plus, à l'époque, on peut pas très bien se rendre compte maintenant, mais il n'y avait rien. Tu tapais sur le web, tu n'avais Ah rien. ouais, ouais. Bah déjà le web était très limité déjà en Voilà, soi. exactement. Ouais, c'est Les clair. vidéos, les trucs comme maintenant, tu filmes avec ton Ah, smartphone, ton truc, il n'y avait ah, c'est pas. clair, c'est clair. On était début 95, là, tu n'avais rien. Tu vois, voilà. Hmm. Déjà, les caméras vidéo, c'était des trucs bidons, avec des Voilà, cassettes, c'est machin. ça. C'est des trucs qu'il fallait tenir comme ça là. Ouais. Ouais, Ah c'était bah un truc de ouf. Quand ils te voyaient sortir une caméra ou un truc, ils disaient, laisse tomber, arrête ça tout de suite. Quand tu prenais des notes sur un papier, ils te disaient, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, tu devais juste prendre juste de mémoire comme ça, le truc. Alors que tu sais très bien, comme moi, que le BJJ, c'est quelque chose qui demande ah bien sûr, énormément de précision bien techniquement. sûr. Voilà. Ah, Donc, on a fait un camp là, mais un camp de folie. Je veux dire, le mercredi, on était encore, je crois, 10 à tourner. Parce qu'en fait, ça se passait comme ça, le matin 3 heures, l'après-midi 2 heures, et chaque fois, avant les entraînements, c'était 45-50 minutes de préparation physique, chaque fois. Et alors, leur prépa physique à leur façon, hein, à la Rickson, hein, tu vois, avec des trucs abdominaux de ah. cours, des trucs, machin. Et alors, l'avant-dernière heure, on tournait tous ensemble pendant 1 heure, et quand c'était fini, Rickson nous faisait mettre en cercle, il se mettait au milieu avec Roller, et à tour de rôle, il nous défiait. Il disait, toi, viens, il tournait avec toi, il te faisait taper, suivant, et comme ça pendant 1 heure. Ah ouais, donc même en groupe avec des gens quelque part bah, qui sont un peu les leurs, même là, ils étaient encore dans cette démarche d'affrontement, de on va Ouais, vous prouver que vous êtes nulle part par rapport à nous, quoi. Parce que ouais, tout à fait. c'était un peu ça le concept, hein.
Ouais, exactement. Et, C'était toujours dans cet esprit de combat. Et alors, à l'époque, comme les gars venaient d'un peu tout venant, on tournait en t-shirt, en truc. Le Kim, il s'en foutait. Tu vois? mhm, Donc, mhm. en gros, on tournait plus en Jiu-Jitsu grappling que kimono, en fait. Le Euh, kimono, il est venu que bien après. et par rapport à ça, à ce moment-là, est-ce que il y avait déjà, parce que voilà, les Gracie, tu le sais mieux que moi, je crois que c'est un secret pour personne, c'est un gros business aujourd'hui. Est-ce que déjà à ce moment-là, ils avaient des perspectives business, parce que comme ils fermaient tout, tu vois, qu'ils voulaient pas que les techniques se sachent, etc., etc. Est-ce qu'ils avaient déjà une dynamique business à ce moment-là, ou est-ce que vous le ressentiez pas spécialement à ce moment-là, Ouais, hein? parce que c'est très vite parti. Il faut être membre, ok. Il faut s'affilier. Il faut les Kim associations, que des Mizuno avec les logos qui sont brodés dessus, les trucs, des trucs à 200 balles. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais, ouais, Donc ouais, ouais. c'est très vite parti dans ce sens, tu vois? Ouais, donc ils avaient déjà une dynamique, ils avaient déjà peut-être quelque part même un projet en fait Ouais. autour de ça, pouvoir un peu faire du business et du Mais ils marketing étaient aux derrière States, quoi. hein, voilà. Et Ah aux ouais, bah States, ouais. les Américains, ils leur ont dit payer, ils ont dit OK. Ils Ouais, n'ont pas ouais, bah ouais, discuté. évidemment. Ah, Voilà. évidemment. Donc, dès que ça part comme ça, on veut ça partout. C'est ça le Ah, problème. ils ont bien joué leur coup. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Bah après voilà, ils avaient un produit à vendre aussi. Tu vois, ils sont arrivés Ouais. avec quelque chose de relativement révolutionnaire dans les sports de combat. Euh, alors du coup, voilà, tu fais ce passage avec Rickson, etc. Euh, comment se passe la suite? Tu restes avec lui? Est-ce que voilà, est-ce Ouais. qu'aujourd'hui tu peux dire, Après, tu je veux vois? dire, après, Christian et Guy, on a commencé à discuter. Alors, entre eux, bon, ça, c'était une histoire entre Français. Ils n'étaient pas tout à fait d'accord dans les business. Donc, à un moment Mhm. donné, ils se sont scindés. Donc, Christian a décidé de faire à Paris l'école des cadres. Ok. Il s'est dit, il faut qu'on mette des cadres en place parce que si on veut qu'un jour il y ait des clubs en Europe, il faut qu'il y ait des cadres. Donc, après ça, on a mis en place ce qu'on a appelé l'école des cadres. Donc, C'était une des manière de ceintures. commencer à fédérer en fait. C'était une manière de commencer à Ouais, fédérer un voilà, peu quelque le. part. Ouais. Et sous l'égide de Rickson Gracie Association. Tu vois? Et alors, Mhm. voilà, donc on se retrouvait. Moi, j'étais à Paris tout le temps. Je veux dire, j'étais à Paris au moins 2 week-ends par mois. J'étais à Paris tout le week-end, du vendredi jusqu'au dimanche soir. J'étais à Paris. Et alors, l'école des cadres, on s'entraînait ensemble, on échangeait de la technique, etc. Tu vois? Voilà. Et on faisait tous partie de Rickson Gracie Association. Et alors, bon, on a continué comme ça à progresser. Et puis, Guy Mialo, qui lui s'était séparé de Derval, à un moment donné, en 96, dans le courant de 96, fin 96, il me dit, Patrick, écoute, moi, je vais faire venir parce que Rickson, c'est ingérable. Parce que financièrement, c'est devenu très vite ingérable. Les prix, Ouais. les trucs, je veux dire, ça devenait un truc fou, je veux dire, tu vois. Tu viens, tu prends, je sais pas, moi, 5 000 $, 10 000 $ parce que tu viens. Ouais, Et tu et puis viens, avec le succès de l'UFC et tout, à mon avis, ça a gonflé encore ouais, plus. et puis après, ils Ah, veulent hôtel 5 étoiles, avion ah. première classe. Donc, c'est des budgets qui deviennent très vite Mhm. colossaux. Et à part les gros trucs, personne ne peut tenir ça, tu vois. Personne Ah, ne c'est pouvait clair, gérer ça. c'est clair. Voilà. Donc, il me dit, écoute, moi, je vais faire venir Jacques Carré. Je dis, c'est qui Jacques Carré? Mais moi, bon, après, plus tard, moi, j'avais rencontré Jacques Carré plus tard au Brésil. Jacques Carré tel qu'on l'entend maintenant. Tu vois, Jacques Carré Souza, tu vois? Hein, le fameux Ah, combattant, bah hein, ouais, ouais, Ronaldo ouais, Souza. Voilà. fatalement, Et, ouais. mais je disais, c'est qui Jacques Carré? Il dit, mais Jacques Carré, en fait, c'est le patron de l'Alliance. Romero Cavalcanti, c'est lui qui a créé l'Alliance. C'est la plus grosse team, la plus grosse machine à fabriquer des combattants au monde. Il me dit, voilà, et il est le père des plus grandes ceintures noires du moment, donc comme Fabio Gurgel, Roberto Traven, qui était l'inventeur de la Spider Yard, entre autres. Et après, bien sûr, de tous les autres, parce qu'en fait, l'Alliance a pratiquement inventé toutes les gardes de base, toutes celles qu'on utilise maintenant. Parce que Traven a inventé la Spider, et puis il y a eu, comme tout le monde connaît, Marcelo Garcia, Ouais, qui était un élève de qui? De Fabio Gurgel, de Fabio qui était aussi Gurgel, à ouais. Lyon. Et qui, lui, a inventé la X-Guard, qui a inventé, tu vois, voilà, Mhm. qui a inventé un autre concept du grappling, aussi un autre concept, tu vois, de la position de la garde, de l'attaque de la garde. Donc, l'Alliance, je me suis vite rendu compte, j'ai fait le séminaire avec lui,
Et je me suis vite rendu compte que l'Alliance était une machine de guerre de combattants. Les Grazi, c'est les Grazi. Ils voulaient transmettre une tradition Il y a familiale. une histoire, voilà, c'est ça. Il y a une histoire. Voilà. Ouais. Le Grazi Jiu-Jitsu, tel qu'il est né, Ah, donc ça va au sol et c'est là qu'on règle le truc. Mais aussi, eux, on fait du Vale Tudo beaucoup, tu vois. Voilà. ouais. Mhm. Tandis que Alliance, ils avaient décidé à un moment donné de pousser vraiment dans le Jiu-Jitsu de combat sportif. Tu Ben, vois. moi, personnellement, après, tu me corriges si je me trompe, mais moi, personnellement, j'ai quand même l'impression, avec le temps, que Alliance, ils ont réussi quelque part à faire ce qu'il n'y a pas énormément d'académies qui ont réussi à faire avec le temps. Ils ont réussi à lier, en fait, le business à l'aspect académique. Tu vois? Vraiment, c'est limite une école en fait, tu vois. Quand on voit un peu le fonctionnement. J'ai vu récemment un reportage par rapport voilà, il faisait venir des jeunes du Brésil, etc. Avec le projet de Bayance. Et en fait, tu te rends compte que les gars, en fait, ils ont fait ce que les gros clubs de foot font avec l'écolage dans le foot, Tout à tu fait. vois. Exactement. Alliance a réussi à faire ça, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, tu as des Malfacines qui sont tu vois, champion du monde X fois parce que, en gros, ils ont toujours baigné là-dedans, quoi. Ouais, et quand tu Parce vois que, Cobrinha, Ruben Charles Cobrinha dans les légers, c'est un monstre, je veux dire. Pour moi, c'est ah, le meilleur léger au monde, même encore maintenant. Hein. Même avec l'âge qu'il a, je veux dire, quand tu vois ce gars, moi je l'ai vu encore à Lisbonne, quand il combat à Lisbonne, c'est un tueur, hein, je veux dire. Il nettoie les tapis, ce gars. Hein. Techniquement, je veux dire, c'est un ovni. Hein. Tu vois, c'est voilà. des mecs qui ont vraiment étudié le jujitsu depuis leur plus jeune âge, en fait, en vrai. Mais il faut pas, Grâce à ce qu'ils ont mis en place chez Alliance, quoi. voilà, mais il faut pas oublier aussi que, bon, Romero Cavalcanti, c'était un grazie à la base. Et donc, il a été, on va dire, éduqué, formé par Rolls Gracie. Ah, donc on en revient quand même au Gracie, quoi. Ah, bien Tu sûr, vois? il fait partie des 7 ceintures noires qui ont été nommées par Rolls Gracie, dont Rickson. Rickson faisait partie de son groupe d'origine. Tu vois, ils ont été formés à la même école, avec la même ceinture noire. Parce que beaucoup pensent que Rickson est une ceinture noire d'Elio. C'est faux. D'accord. Rickson est une ceinture noire de Rolls Gracie. Tu vois? Ok. Pourquoi? Parce que, Ah, comme maintenant, beaucoup de profs aussi ont tendance à faire ça, tu vois. À un moment donné, ton fils, tu as toujours envie que ton fils, ça soit ta ceinture noire, ton truc. Mais tu sais aussi ouais. quelque part que parfois c'est mieux qu'une de tes ceintures noires très proches le forme parce que Mhm. il n'y a pas de Bien sûr. rapport où tu vas être trop, tu vois, trop tolérant. Ah, Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce qu'Elio a ah, voulu. Voilà, c'est ce qu'Elio a voulu. Et c'est pour ça peut-être que Rickson, dans le fond, est peut-être la meilleure ceinture noire de tous ses fils d'ailleurs. Tu vois? ok. Parce que c'est la ceinture noire de Rolls, lui. Et Et donc, donc, Jacare, où il a été novateur, c'est que quand moi j'ai commencé avec lui, tu vois, lui, il avait qu'un créneau. À l'époque, les gratis, c'était quoi? OK, on descend, on prend la garde, on ferme, on fatigue le gars et on gère et on voit les attaques qu'on peut mener ou les renversements qu'on peut mener. Par contre, l'Alliance avait un concept complètement différent. Tu descends, tu prends la garde et surtout, tu ne la fermes jamais. la dynamique était complètement différente, quoi. Voilà, tu ne fermes pas cette garde, tu la laisses ouverte et mobile en permanence. Et c'est pour ça que nous, quand on a commencé, tu vois, à un moment donné, bon, après ça, bon, Jacques Carré m'a proposé de travailler avec l'Alliance, etc. Puis moi, j'en ai parlé avec Derval, puisqu'on était tous Rickson à la base. J'ai dit, écoute, moi, je vais quitter l'association Rickson parce que, financièrement, pour la Belgique, ça devient insoutenable. Je dis, financièrement, c'est trop lourd. On ne peut pas tenir ça. Et parce que moi, je pense que si je reste dans l'école des cadres, ça va apporter 2 courants. Vous tournez dans le courant gratis, on prend, on ferme la garde, on immobilise le gars, tu vois, on le cuisine un peu, on le Mhm, fatigue et on mhm. le finit. Et le courant Alliance, au contraire, on est très mobile, on bouge beaucoup, on est tout le temps ouvert à la recherche. Plus Donc on a créatif, quoi. travaillé comme ça. Voilà, on a travaillé comme ça pour meubler les 2 courants. Et alors, bon, on a commencé à former des championnats partout en France. La France a commencé les premiers, tu vois. Et alors, et quand moi j'allais au championnat avec nos gars, moi, ils avaient ce créneau. D'ailleurs, il y en a que tu connais très bien et que tu peux prendre comme témoin, genre Afit. Ouais, bien Voilà. sûr. Qui est sur Parce le live, qu'Afit, je d'ailleurs. l'ai connu, il était gamin, c'était un gamin, voilà. Je les amenais, Ah, son frère et lui, c'était vraiment dans mes juniors de l'époque. Et je leur disais, les gars,
vous travaillez garde ouverte. Hein. Vous laissez tourner garde ouverte et vous me les finissez. Et ils mangeaient tout. Et les autres, ça les a tués. Tu vois que des gars, ils arrivent, une garde ouverte, et tu peux pas passer cette garde. Et non seulement tu peux pas la passer, mais tu te fais finir dedans. Ce qui veut dire que dans les 6 mois, 10 mois qui ont suivi les 2-3 premiers championnats qu'on a fait en France, tout le monde travaillait garde ouverte. Partout en France. Tu vois? Donc la garde ouverte, c'est nous qui avons lancé cette mode. Tu peux poser la question à Afi, à Kim, ou à, tu vois, on a lancé cette mode-là. Parce qu'à la base, on fermait la garde. Point barre. Tu vois? Ouais, Et ce jeu de garde c'était ouverte. garde fermée, quoi. Ouais, c'était garde Ouais, tout fermée, à hein. fait. En Europe, on a vraiment été les précurseurs de ça. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on allait en Hollande, on allait tourner en Allemagne, on allait tourner, tu vois, où qu'on aille à l'étranger, nos gars tournaient tout le temps en garde ouverte. Et après, eh ben, on squattait des podiums et des podiums et des podiums. Il y a eu un moment où les Français disaient qu'on avait une dream team. Tu vois, voilà. Et les gars travaillaient pourtant tout relax, la garde ouverte. Tu vois, et c'est ça qui désorientait un peu les autres. Maintenant, par rapport au jiu-jitsu actuel, on ne peut pas se rendre compte de ça. Parce que maintenant, tout le monde travaille comme ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu vois, alors qu'à l'époque, dans les règles brésiliennes, on va dire, il n'y avait que les alliances qui travaillaient comme ça. Et nous, on a lancé cette mode en Europe et c'est devenu comme ça. Voilà. Ouais, Et ça, c'est un c'était la peu, première grosse évolution, voilà, du jiu-jitsu brésilien. voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est un peu la première grosse évolution qu'il y a eu en territoire belge, français, enfin, et pays Ouais. limitrophes. Euh, par rapport, bon, ici, voilà, tu étais passé donc enfin, chez Alliance entre guillemets. Euh, Est-ce que au début, donc à cette période-là, hein, je veux dire, il y a une quinzaine d'années maintenant, euh, Il y il a y avait plus, il y a quoi peu- il y a beaucoup plus que ça. Il y a une vingtaine. non, mais, non, non, mais je voulais te rajeunir un peu, tu vois. Non, mais je veux dire par là, voilà, maintenant, tu vois, bon, le temps passe, etc. Et il y a 15 20 ans, qu'on puisse, nous, un peu se rendre compte aussi de ça aussi. Qu'est-ce qu'il y avait comme grosse équipe, tu vois, qui était représentée en Belgique, en France. Donc voilà, fatalement, ça a commencé par les Gracie tout de suite et le Gracie Jiu-Jitsu, tu vois. Ça s'est développé ensuite, il y a eu Alliance, etc. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, tu vois? Qu'est-ce qu'il y a eu? Parce qu'aujourd'hui, des académies et des maîtres, il y en a plein, il y en a vraiment blindés, parce que Ouais, fatalement, ça fait un moment que les gens pratiquent, et donc voilà, avec le temps, bah, il y a de plus en plus de maîtres, de plus en plus de, de, de ceintures noires gradées, tu vois? Ici, bon voilà, je le dis pour ceux qui sont pas au courant, Patrick est quand même la ceinture noire la plus gradée officiellement ici en Belgique. Euh, Ça fait combien de temps, Patrick, maintenant que tu as commencé en termes il d'années? y a 26 ans que j'ai commencé. Voilà. Donc, comme ça, ceux qui voient la vidéo et qui se disent, attends, ils sont en train de parler des années 90, qu'ils puissent comprendre un peu aussi la dynamique. Donc, on est en train de parler avec quelqu'un qui a plus de 25 ans de pratique, euh, qui est ceinture noire 5e Graou. Il y en a d'autres, évidemment, en Europe et dans le monde. Mais à l'époque, moi, personnellement, il y a une douzaine d'années, quand j'ai mis le pied dans le jiu-jitsu brésilien, quand on voyait déjà une ceinture noire, c'était waouh, tu vois, c'était une ceinture noire, quoi, tu vois. Donc j'ose imaginer que toi, à ton époque, rien qu'une ceinture bleue, c'était déjà waouh, tu vois, parce qu'il Ouais. fallait le mettre de l'extérieur qui la donne. Comment ça s'est passé au niveau de tes grades à toi, ton Ouais, évolution? parce que déjà, pour avoir la bleue, je te dis, moi j'ai commencé, donc, on va dire, o- officieusement en 94, mais on va dire officiellement, on va dire en 95, tu vois. Donc, il a quand même fallu, de 95 jusqu'à fin 98, il a fallu plus de 3 ans avant qu'un daigne me donner la bleue, tu vois. Donc là, Alors que je développais j'ai un... envie de dire petit clin d'œil à tous les jeunes qui, au bout de 6 mois, Voilà. espèrent avoir une ceinture bleue. Voilà, comme ça, comme ça, vous avez un peu une idée du truc. Voilà. Et après, la violette, en fait, la violette, elle est venue comme ça parce que la violette, voilà, en 99, on était à Rio. Début, mi-99, on était à Rio parce que on voulait aller voir le championnat du monde. Parce que les championnats du monde à l'époque se passaient que à Rio. C'était les mondiales, comme ils Le appellent ça. mondial, ouais. Ouais. Voilà. Et l'équipe française y allait et on avait dit on va aller avec vous et on va aller là-bas. Comme ça, on tourne un peu au Brésil. On reste, voilà, un moment au Brésil. Et donc, nous, comme bon, moi, je faisais partie de l'Alliance. Donc, il y avait
au poste 6, vraiment l'académie de base à Rio de l'Alliance, où il y avait des gars qui peuvent paraître maintenant pour les jeunes inconnus, mais qui étaient des monstres. Je veux dire, Cumprindo Medeiros, tu vois, Leozino Vieira. Bah, c'est tout ce que je dis. C'est des gars, en fait, qui sont les maîtres, des gars qui aujourd'hui prennent leur ceinture noire en Belgique, par exemple. Tu vois, on est Felipe déjà Costa. dans. Felipe Ouais, ben Costa voilà, était élève. voilà, ouais, Était voilà, élève, voilà, hein, c'est tu ça, vois, c'est ça voilà. que je veux dire. Voilà, aujourd'hui, Felipe Costa, qui est vu comme quelqu'un qui est une vraie référence, etc., etc., en fait, à cette époque-là, c'était un élève, c'était un petit genou, quoi. Ouais, tout à fait. Il était élève là à l'académie. Donc, Mhm. bon, et Jacques Herré m'avait dit, écoute, t'es à Rio, va tourner au poste 6, etc., va chez Rodrigo, ok, va dire bonjour, machin, ok. Donc, bon, voilà, on est allé là, moi je suis allé là, et puis bon, le premier jour, bon, les cours c'était 2 heures. Donc, quand ils nous ont vu débarquer déjà, Européens, Les tu vois, gringos. avec une ceinture bleue, ils te regardent déjà, ils disent, ceinture bleue, tu viens d'où toi? De Belgique. C'est où Belgique? Là-bas, en Europe, voilà. Il y a des ceintures bleues, on fait tout là. En Europe, on dit tout là. Ok, tu vois un peu ce que je veux dire, hein? Tu vois, ok. Ah, Alors, parce que bon, ils ont toujours cette habitude de, même le titulaire, il prend une de ses ceintures noires, il dit, donne la chauffe. Et après, il lui dit un petit truc vite fait à l'oreille en brésilien. Et après, la chauffe, c'est 300 pompes, 300 abdos, 300 trucs. Et on est en pleine chauffe. Ça commence à péter un câble. Tu vois les gars qui se lèvent et disent, putain, genre, tu vois, en brésilien, on voit très bien, ils disent au prof, mais qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui? C'est quoi cette chauffe? C'est fou ou quoi? C'est quoi le truc? Tu vois ce que je veux dire? Voilà. ouais, une bonne manière Compris, de hein, non, tester ok. une bonne manière de tester les gringos, quoi. Ouais, surtout de les fatiguer, surtout, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, Mais nous, ah. bon, tu sais, en Europe, mine de rien, on avait une condition physique bien meilleure qu'eux, parce que là-bas, au Brésil, ils sont aussi très cool, hein. Ils sont très relax. Ils aiment bien rouler, mais ils aiment bien rouler cool aussi, tu vois, voilà. Ah. Et donc, ok, après, on fait de la technique. Ok, mais la technique, là, c'est une technique. Et s'il y a trop de questions, à la limite, il fait vite fait une variante. Et après, il dit, bon, maintenant, c'est fini. Donc, ça veut dire quoi? 15 minutes. Et après, c'est fini. On a vu la technique pour aujourd'hui. Et vous verrez la même pendant 3 jours. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Hmm. Et après, 1 heure, on fight. Tu vois? Donc, on fait 5-6 changements de 10 minutes. Donc, tu fights, c'est 10 minutes. Donc, C'est lui, tout de il te suite 10 minutes, désigne. peu importe le grade, quoi. Il te C'est-à-dire, désigne, voilà. débutant. Donc, bon, ça, on est le premier jour, il me dit, tiens, il me désigne une ceinture bleue, on tourne, machin, bam, je le finalise. Déjà, là, ça ne le fait pas. Tu vois, bon. Il y en a 2 avec qui vraiment c'est très chaud. Et puis, les 2 derniers, je les finalise aussi. Donc, un qui crie. Et Medeiros, il vient et il dit à l'autre, pourquoi t'as crié? Bon, il m'a fait un truc, là, je sais pas, un truc bizarre. Il dit, une finalisation bizarre. Et après, il me dit, monte ce truc-là. Et en fait, c'était un truc, maintenant qu'on dirait qu'il était complètement anodin, tu vois, mais c'était une clé de mollet Eh ouais. sur la demi-garde. Donc, verrouillage inversé, clé de mollet, sweep, tu vois. Et le gars, la pression, le gars, il a crié parce que la crampe dans le Ouais, mollet. il a pas compris ce qui se passait, en fait. Voilà. Et alors, il y a Medeiros qui me dit, c'était quoi ce truc? Je dis, oh, c'était un truc. Refais, il me dit. Ok, je refais. Il regarde, il dit rien. Il dit, refais encore une fois. Je refais encore une fois. Et après, tu vas voir l'esprit, tu Ah, vois. Et je refais encore une fois, il me dit, ah ouais, mais je connaissais ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Ça, ah, c'est ouais, ouais, l'esprit évidemment. brésilien, hein. T'es brésilien ou Là, t'es brésilienne, t'es le king, hein. Attends, voilà, bon, c'est l'ego comme ça, hein. voilà. Alors, bon, le lendemain, on retourne à l'entraînement, le lendemain soir, on retourne à l'entraînement. Et moi, je me dirige vers le groupe des ceintures bleues. Il me dit, non, tu vas. Et il me montre une ceinture violette. OK. Je tourne avec les ceintures violettes. Avec une, c'est une misère entre nous. Une deuxième, je finalise. Troisième, je le finalise. Une quatrième, c'est la misère de nouveau. Et à un moment donné, ça va être fini. Il me désigne une ceinture marron. Il me dit, tourne avec lui. Je dis, OK, cool. Je tourne avec la ceinture marron, tu vois. Et ça démarre, je lui mets un renversement. Tu vois. Boum, je le Ouais. renverse. Il est surpris, je rentre dedans tout de suite, boum, je le renverse, tu vois.
Et à un moment donné, bon, il met la pression, je le prends dans ma garde. Tu vois, il est dans ma garde, il attaque, il veut faire un truc, genre une clé de jambe, un truc, je le retourne. Et puis, il se dégage, mais je le retourne. Et alors, à un moment donné, tu vois, la tension commence à se concentrer. Ah, Donc, évidemment. les gars commencent à arrêter de combattre et ça regarde. Tu vois? Et à un moment donné, moi, je commence à être bien mort parce que le gars, il me met une pression, il me met une pression de dingue, tu vois? Et j'entends les gars qui lui disent, putain, il t'a mis 4 points, là. Il t'a pris l'entrée, il t'a renversé, là. Si c'est en match, il te met 4 points. Attends, c'est quoi le truc? Finis-le, tu vois? Et alors, à un moment donné, bon, ça chauffe, je suis mort crevé, le gars, il part, il sort, il prend mon bras et il se replace en latéral et il part pour un juji. Et moi, je verrouille, tu vois, c'est un truc à moi, je verrouille dans mes manches et je sais que comme ça, il peut faire ce qu'il veut, il peut pas me faire lâcher mon grip. Et le gars, il est là, et ils sont tous autour. Et ça gueule en brésilien, tu vois. Et les gars, attends, il Ah, il reste 30 chauffe, secondes. évidemment, ouais. Il reste 30 secondes, tu peux pas le finir, nan, nan, nan. Et moi, je suis relax, et d'un coup, je me prends un coup de pied dans le visage. Tu Ouf. vois. Le gars, le pied qui est au-dessus, d'habitude, au-dessus de ta tête, il le lève, Ah, coup de talon dans la figure, et je fais waouh! Et je sens, j'ai pris le coup sur le nez, tu vois, je dis waouh! Et je me retourne pour lui dire un truc, un deuxième coup dans le visage, je sens que mon nez saigne sur ma lèvre, et je lâche, bien sûr, et je tape tout de suite. Et alors, il s'assied, il me dit, il voit que je saigne du nez, il dit, oh, il me fait, tu vois, sorry, il me fait, je dis, ok, pas de souci. j'ai pas fait exprès. Voilà. Et moi, je dis rien, je me lève, tu vois, et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et je vais au vestiaire, je prends ma douche, je me change et je vais pour partir. Et au moment où je vais pour partir, il y a Medeiros qui vient chez moi et me dit, tu vas venir t'entraîner encore demain? Ben, je t'ai dit que je m'entraînerai encore toute la semaine jusqu'à la fin de la semaine. Il me dit, ok, cool. Il me dit, tu vois, tu as le shop, le surf shop là, près de la plage. Quand tu remontes par la Rua, la Francisca Rua, pour arriver à l'académie, il me dit, prends-toi une ceinture violette pour demain. Ça tue, hein. Ah ouais, bah ouais. Ah ouais. Tu vois? Ils sont comme ça. Voilà. C'est plus fort Donc, que. et en fait, donc en gros, c'était test, 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 et puis à la fin, bah, ok, c'est Voilà. bon. Voilà. Et puis C'est... aussi, ce truc, attends, si t'es bleu européenne, ça fait rire, mais quand t'es bleu européenne et que tu malmènes des bleus brésiliennes, ça Ah, fait bah moins ouais, rire. évidemment. Donc, autant qu'on te donne une violette. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bien sûr, bien sûr, bien Voilà. sûr, Ça, bien c'était sûr. la mentalité. D'ailleurs, il y a des grands noms qui ont eu leur ceinture comme ça, hein. Mhm. Dan Ben, Lichter. à, à l'époque, j'ai envie de dire, à l'époque, enfin, je dis à l'époque, comprenons-nous bien, j'ai pas commencé le jiu-jitsu brésilien en même temps que toi, mais je veux dire par là, il y a ne serait-ce que par exemple 10 ans, j'ai quand Mhm. même l'impression que les grades, c'est une question que les gens se posent beaucoup. Moi, on m'a envoyé pas mal de messages en me disant, ouais, parle avec Patrick un peu des grades, machin, un truc, parce que les gens ont du mal à réellement réaliser. Parce Ouais. que au niveau fédération, bah, fatalement, c'est délicat parce que tu as l'IBJJF et puis tu as la fédération de Newaza, puis tu as Abu Dhabi. Enfin, tu vois, tu as plein de trucs. Et donc, Ouais. il n'y a pas un seul socle, un peu comme le judo ou comme, tu vois. Et donc, les gens se posent beaucoup la question. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'avant, il y a vraiment eu une partie du jiu-jitsu brésilien où, quelque part, ta ceinture, comme tu nous l'expliquais là, en fait, tu la prenais au mérite dans le combat, tu vois. Ouais. Et il y avait pas cette partie comme il peut y avoir aujourd'hui et qui, moi, je trouve, est très justifiée aujourd'hui aussi, cette partie de, OK, t'es peut-être pas un combattant, tu vois, mais tu t'entraînes, tu prends du bagage technique, tu acquiers des connaissances et donc, fatalement, tu mérites ton grade, tu vois. Aujourd'hui, tu as un peu les deux pans, tu vois. Tu as des mecs qui sont des tueurs en compétition, mais qui sont pas capables de donner un cours, tu vois. Mais on en Ouais. connaît. Enfin, moi, personnellement, je le dis haut et fort. Moi, j'ai eu deux instructeurs qui sont Hakim et Younes, que tu connais très bien, tu vois. Et honnêtement, on était, nous, mais comblés parce qu'on avait d'un côté un instructeur qui était très pédagogue, tu vois, et très sur la réflexion, sur le détail, qui était Younes, mais qui n'était pas spécialement un compétiteur,
tu vois. Et puis d'un autre côté, on avait Hakim qui, qui lui était à 3000% un compétiteur hors pair et qui quelque part, la meilleure manière de nous apprendre un truc, c'était de nous la faire, tu vois. Et Ouais, donc parce du coup, qu'il aime pas, voilà, il aime pas donner le cours et faire le voilà, tu truc. vois, on a eu Voilà, vraiment les deux pans et donc nous, on était vraiment comblés à ce niveau-là. Et j'ai quand même l'impression que à l'époque, c'était vraiment ça, c'était vraiment je gagne des combats, je gagne des compétitions, donc je prends des grades. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus trop le cas. À quel moment tu penses qu'il y a eu ce déclic où les gens se sont dit, bon, bah, faut pas spécialement être un super compétiteur pour prendre des grades. Tu vois, que l'un n'est pas obligatoire, en fait, pour l'autre. Tu penses que c'est vers quand qu'il y a eu vraiment le switch? Mais déjà, je vais te dire, déjà, même à l'époque, ça pouvait être comme ça parce que, par exemple, regarde, je te donne un exemple. Derval, par exemple, en France, Mhm, il a eu mhm. la plus grosse école de jiu-jitsu. Ouais. Maintenant, bon, il est décédé il y a 8 ans. Hein, je veux dire, Dieu et son âme. Hein, Mm. parce que c'était un gars, voilà, on s'entendait super bien et le gars, il était aussi voué au jiu-jitsu brésilien à 100%. Mais je veux dire, mais lui, en tant que, même au niveau technique, c'était un grand pédagogue, c'était un meneur d'hommes, c'était un coach, tu vois. Mais il C'est a vrai eu que de la c'était pas un chance. grand compétiteur. C'était pas un grand Non, mais il n'était compétiteur. pas C'est vrai, ouais, compétiteur c'est du vrai, tout. Il a fait c'est une vrai. fois une compétition, et voilà, et ça s'est arrêté là, au début. Mhm. Mais après, je veux dire, il a eu 2 ou 3 de ces ceintures noires qui étaient très techniques, par contre. Olivier Michaelesco, qui maintenant, hein, Ouais, je ouais. veux dire, La que MK tout le Team, monde hein. connaît. Ouais, Voilà, il a ouais. été champion d'Europe X fois, il est super technique. Je veux dire, voilà, il a eu Alain Lagera à l'époque qui gérait Mhm, toute la technique du cercle mhm. tissier. Tu vois, il a eu Patrick Bitton qui était très fort aussi, qui a combattu au championnat du Très grosse monde, acad- etc. Très grosse académie aussi, ouais, c'est sûr. Voilà, la grosse académie en France, maintenant à Marbella, tu vois, qui a développé un système aussi qui est colossal, qui en vit Mhm. plus que bien, je veux dire, qui est un gros, gros Bien truc. sûr, bien sûr. Je veux dire, voilà. Et il a eu cette chance-là, mais c'était un leader. Il a su tirer les gars. Parce que ça aussi, c'est important, tu vois, de savoir tirer Ah, les bien gars. sûr. Parce que Donc en fait, c'est vrai. souvent, les compétiteurs, ils sont trop laxistes. Ouais, ouais. Tu vois, il faut les tirer, il faut les motiver. Voilà. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est super intéressant parce que moi, j'avais vraiment cette impression-là. Et c'est vrai que maintenant, quand tu me dis ça, en fait, j'ouvre les yeux, je me dis, en fait, c'est vrai. Moi, j'avais vraiment l'impression qu'à l'époque, au niveau des grades en BJJ, c'était, voilà, fais de la compète, gagne des compètes, et sur le podium, tu vas prendre tes grades. Mais en fait, non, pas du tout. C'est vrai que, voilà, Derval, c'en est l'exemple même, Ouais. que, en réalité, déjà à ce moment-là, tu avais des gens qui étaient des étudiants dans le jiu-jitsu brésilien, qui sont devenus des professeurs, sans spécialement briller en compétition. Donc en fait, c'est génial. C'est vrai que j'avais jamais vraiment fait tu vois, le lien entre Ouais, tout à Derval fait. et cette partie-là, mais c'est vrai. Mais Ouais, regarde, je c'est vais te donner complètement un ça. exemple. Jacques Carré, le grand patron de l'Alliance, il a Mhm. formé des monstres. Alexandre Paiva, 10 fois champion du monde, Ah, Fabio Gurgel, aussi fort en MMA qu'en grappling. mhm. Voilà, je veux dire, les noms de l'Alliance qui ont été les champions du monde, on ne saurait même pas les nommer tellement il y en a. Et Jacques Ouais, bien Carré, sûr. il a fait quelques petits trucs au Brasileiro et c'est tout. Ça n'a jamais été Il un n'a pas grand spécialement, combattant. il a pas Voilà, ça n'a spécialement jamais fait été un grand de carrière combattant. compétition non plus. Ouais, ouais, c'est sûr. Auparavant, justement. Danaher maintenant, tu vois. Ah, ouais, 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 c'est juste. L'entraîneur de Gordon Ryan, Ouais, il n'a ouais, ouais. jamais combattu. Il n'a jamais Ouais, combattu c'est en vrai, championnat. ouais, c'est vrai. Non, Jamais. c'est clair, c'est clair. Et par rapport à ton investissement dans le jiu-jitsu brésilien, que ça soit l'investissement de ta personne, hein, dans le temps, dans enfin les concessions, même l'aspect financier, etc. Est-ce que à ce moment-là, tu vois, au moment où, bah, parce que voilà, tu nous parles de voyage, mais c'est pas gratuit de voyager, c'est des trucs que Ouais. tu fais et que tu payes de ta poche. Et, enfin, tu vois, après voilà, c'est des expériences qui sont géniales. Ça, je remets absolument pas ça en question, mais à ce moment-là, est-ce que dans ton entourage, les gens te disent, oh, mais enfin, Patrick, enfin, tu vois, ton sport, là, il n'y a personne qui le connaît, parce qu'à l'époque, personne connaissait, hein, tu vois. Donc, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas, enfin, voilà, aujourd'hui, un quête un jeune d'une petite vingtaine d'années qui dirait à ses parents, ouais, je pars au Brésil ou je pars aux États-Unis chez Athos ou chez je sais pas qui pour faire un camp d'entraînement de X, bah, son père, il va aller regarder sur Google et il va vite voir que, ok, ça existe, qu'il y a vraiment un truc, enfin, tu vois que, mais Ouais. toi, à ce moment-là, voilà, tu nous as dit, tu avais la trentaine passée, donc fatalement une vie active et qui est déjà en place. Ton entourage, comment il le vit? Est-ce qu'à ce moment-là, on te dit, Patrick, t'es complètement fou, ça va mener à rien,
ne sachant pas évidemment à quoi ça va ressembler dans 15 ou dans 20 ans, ou est-ce que justement autour de toi on te dit non, vas-y, fonce et tout? Comment est-ce que c'est perçu au niveau de ton entourage? Ben, je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi que la mère de mes enfants, tu vois, elle a compris que j'avais besoin de ça aussi et qu'elle m'a laissé aussi développer et travailler ça. Parce que bon, tu sais bien que j'ai quand même j'ai eu beaucoup d'enfants quand même. Mhm, Donc mhm. voilà. Et pour autant que j'arrivais à gérer les deux et arriver encore en surplus à bosser pour couvrir le BJJ aussi. Ah Voilà. ouais, ouais, Et c'est ça, c'est pour ça que je dis, ouais, c'est clair. c'est pour ça qu'à un moment donné, dans les années 2000, j'ai lancé le Big. On Parce allait que en le parler. Tu es génial. En fait, je vais m'en aller et je vais te laisser faire et tu vas faire ça tout seul parce que t'as même plus besoin de moi. J'allais t'en parler du big, mais Ouais, mais allons-y. j'en parle parce que tu me parles de l'aspect financier, quoi, tu vois. Ah ouais, Et j'ai ouais, bah monté c'est le génial. BIC parce que, voilà, le BIC Bah rapportait de déjà, l'argent. c'est quoi le big? Parce que tous ceux qui ont commencé du jiu-jitsu il y a moins de 5 ans, ils savent pas ce que c'est le big, hein. Tu vois, ils en ont aucune idée. Donc, Ben, en le fait, big, le c'était BIC, quoi? l'idée est venue, on va dire, Abu Dhabi, ça a commencé en 99, Mhm, le tournoi d'Abu Dhabi, de grappling. Donc, l'idée de faire le BIC, on s'est dit, ben, on va faire un tournoi à Bruxelles. On va appeler ça le BIC, le Bruxelles International Grappling. Et un tournoi, justement, en grappling. Et on va mettre des bourses à la clé. Et ce qu'on va faire d'original dans ce tournoi, je pense qu'il y avait deux choses de vraiment originales. C'était que, le tout un chacun avait le droit de s'inscrire. Donc, ça te donnait l'occasion de tourner contre des champions. Toi qui es un inconnu, tu mhm. pouvais avoir la chance d'au moins tourner contre un champion. Tu Ouais, vois. tu pouvais venir te tester, quoi. Voilà, tout à fait. Et peut-être de gagner, qui sait. Ah, bien sûr, bah ouais, ouais, au final, ouais. Alors d'avoir une bourse, parce que dans un monde où le BJJ rapporte que dalle et il coûte Ah, beaucoup c'est d'argent, clair. Il coûte beaucoup voilà. d'argent, c'est surtout ça, ouais. Voilà, et aussi de fil en aiguille d'acquérir une certaine renommée. Et en même temps, le BIC, à l'époque, la fédération que j'avais essayé de mettre en place en 98, qui à un moment donné a relié 13 clubs qui en faisaient partie, tu vois, Mhm. et permettait d'avoir de la finance pour pouvoir financer, d'aller en Hollande, d'aller en France, et de payer les inscriptions des gars. Que les gars ils Mais, combattent sans que ça leur coûte. et Tu donc, vois, et sans donc, que ça donc, leur donc, coûte. donc le big, en gros, ça, c'était une compétition, tout ce qu'il y a de plus classique. T'avais pas de guest. C'était un truc où les gens payaient leur inscription et venaient faire leur compétition. C'est ça, hein? Oui, voilà. Ils payaient une inscription, les spectateurs payaient un truc Ouais, un droit ouais. de spectateur, on va dire, voilà. Et voilà. On avait deux, Et trois les, sponsors et les, et les, qui et les, couvraient le truc. et les stars, enfin les stars, je veux dire, parce que voilà, moi je le sais parce qu'on en a déjà parlé, mais voilà, il y a Ludo, salut Ludo, Ludo Boulevin qui est d'ailleurs passé par tes mains aussi. Salut Ludo. Euh, Ben, il nous parle ici de Fabricio Verdum, mais il y en a eu d'autres, hein, il y en a eu d'autres. Il y a eu des gars, enfin voilà, il y a eu des gars, enfin je parle Flavio Perroba par exemple, c'est aussi un gars qui est passé par le BIC. Enfin, il y en a eu Ouais. plein. Ces gars-là, Anderson Pereira, tu vois, qui est à ouais, voilà, Genève, qui est un des ouais, ouais. leaders maintenant de Icon, tu vois, de Et Icon, qui a combattu. mais tous ces gars-là à l'époque, c'était quand même un peu des petites ou des moyennes stars déjà à ce moment-là. Euh, Eux, ils venaient participer comme n'importe qui, ou alors est-ce que c'était des gens que tu contactais, tu vois? Parce que c'est un peu, Non. Moi, j'envoyais des invites partout, dans ouais, tous les clubs, dans tous les teams, et les gars, ils venaient, et ils avaient plaisir à venir, parce que très vite, des trucs s'y sont intéressés, comme Karate Bushido, tu vois, comme on a eu Grazie Magazine Brasil qui a fait des reportages là-dessus. Et puis, dans les deux dernières éditions, on a eu Gong Magazine qui a ah, envoyé ok. d'ailleurs la dernière édition un reporter du Japon pour couvrir l'événement. Ouais, donc en fait, Donc, tu l'événement vois. était devenu tellement médiatisé que les gens, en fait, pour quelque part la beauté de leur carrière, ils avaient envie d'y participer, quoi. Donc en gros, le Big, c'était aussi devenu limite une grosse compétition internationale reconnue, mais mondialement, en fait. C'est ça un Oui, peu le principe. d'autant plus qu'elle avait des règles un peu particulières parce que j'ai corrigé une règle pour rendre on va dire, le combat plus attractif et Plus aussi plus attrayant, ouais. ouvert. Plus Mhm, ouvert. C'est-à-dire que on sait bien que à la base, on était tous BJJ. mhm.
Donc, j'ai supprimé dans les règles un des points majeurs du BJJ. Le tirage de garde. Non, pas du tout. Le sweep ne rapporte aucun point. Ah ouais. Ah ouais, c'est Ah spécial ça. ouais, Ah, c'est mais c'est spécial ça. spécial, mais tout le monde me disait, pas t'es fou, le sweep, c'est l'essence même du BJJ. Je Ah vois, bah. mais c'est l'essence parce qu'on sait le faire. C'est notre truc, renverser un gars quand il est dans ta garde. Ah, ah. Et il me dit, mais Du coup, pourquoi t'as enlevé ça? les gens Mais cherchaient la pourquoi? soumission, du coup. Mais voilà, parce que si maintenant tu sais qu'il n'y a pas de sweep, le sweep ne rapporte rien. Tu t'en fous, tu attaques. Tu attaques les jambes, tu attaques les chevilles, parce que Mhm. même si on te renverse, ça rapporte rien, mais tu es en attaque. Ah, Donc ça rendait les combats beaucoup plus offensifs, tu vois. Il y ah. avait beaucoup plus de finalisation. Bah, on le voit bien aujourd'hui dans toutes les compétitions de sub-only où fatalement, bah voilà, c'est quand même tous les galas qui se font au niveau du sol, au niveau du que ça soit du gi ou du no-gi, hein, bah, la plupart font du sub-only parce que fatalement, c'est clair que les règles IBJJF aujourd'hui sont vachement restrictives. Que- que- quel- Si tu pouvais nous donner quelques noms comme ça, pour ceux qui connaissent pas le Big, de quelques noms de personnes qui sont arrivées au Big et qui étaient pas spécialement des personnes super connues à l'époque et qui aujourd'hui sont un peu des stars. Qui est-ce qui t'avait marqué à cette époque-là comme combattant? Ah, ben, on a eu, ben, comme on en a parlé tout de suite, on a eu Anderson qui est devenu, je veux dire, un des leaders de Icon maintenant. Tu vois, on a eu Peroba, qui est devenu quand même la star de la lutte Flavio libre en Europe. Peroba, ouais, ouais. Voilà, on a eu Fabricio Verdum, qui a été champion à Abu Dhabi, qui a été champion de l'UFC. Et donc Fabricio Verdum, pour revenir sur lui, il a payé son billet et il est venu faire le Big à Bruxelles, quoi. En gros, Ouais, c'est ça. ouais, tout à fait. Les gars, ils C'est venaient en dingue plus, quand même. quoi. C'est dingue. Non, mais c'est dingue, Patrick. Je sais pas si tu te rends compte, tu vois. Mais T'es en attends, train de nous dire, t'es en train de nous dire, voilà, j'ai organisé une compétition, tu vois, et Fabricio Verdum, il est venu, il s'est inscrit à la compète, limite, il m'a payé, il m'a payé ouais, son entrée pour venir ben faire c'est la vrai. compète, et puis après, il a repris son avion, il est rentré chez lui. On parle de Fabricio Verdum, quoi, tu vois. Le gars, il a fait des title shots à l'UFC, il y a pas, enfin, récemment. Il a fait la gloire du BJJ. Il a gagné la DCC. Enfin, tiens, c'est quand même énorme, tu vois, de te dire Mais que je veux dire, tu vois, aujourd'hui, aujourd'hui, tu le croises demain à Paris ou à Las Vegas ou je sais pas où, il va venir te dire bonjour comme étant le mec qui organisait les compétitions pour lesquelles il s'inscrivait à l'époque. C'est quand même dingue, tu vois. ouais, mais C'est on a eu plusieurs qui sont passés à l'UFC après. On a eu c'est quand même Shredder, énorme. on a eu Shredder, Shredder qui était aussi, qui C'est était quand même dans le énorme. classement C'est quand même UFC, énorme. qui a combattu. On a eu Kadou, qui a géré tout le BJJ en Hollande. C'est quand même Francis, fou, hein. C'est quand même Francis fou, hein. Kadou, qui est devenu la star du BJJ en Hollande et qui maintenant est, je veux dire, qui était le bras droit de Yamazaki. Yamazaki, qui était l'arbitre, un des arbitres principaux de Ouais, l'UFC. des arbitres principaux de l'UFC, c'est quand Ouais, même donc, dingue, quoi, tu on a vois, eu, de se attends, on dire a que les eu, choses étaient si simples à l'époque, enfin et simples, attends, ça humainement m'a, parlant, je parle, hein. ouais, ça m'a parfois donné des laissés-passer hallucinants. Par exemple, Ah, j'imagine. on a eu Jukao. Ah Jukao, qui ouais, était un des tops de d'accord, ouais. l'UFC aussi dans les, Ah ouais, tu ouais, vois. Et lui, par exemple, il avait gagné le Big. Et puis après, en 2004, je pense, on était allé au Brésil et on se trouvait à Rio. Et puis je me dis, tiens, j'irais bien voir la BTT. la Brésilien top team à l'époque, ouais. Ouais. Et attends, la BTT à l'époque, c'était la folie, hein. Ils Ah ouais, avaient, ben, ils avaient tout. Ils avaient les stars de l'UFC, ils avaient les bah, stars du Pride. c'était le Real Madrid, quoi, à l'époque. Ouais, ils avaient tout. Attends, Ah ils avaient Arona, ils avaient Minotaur, ils avaient, je veux dire, Victor Belfort, ils avaient toutes les stars étaient chez eux. Tu vois? Et alors, ouais, on les débarque. frères Noguera, les frères Noguera. Ouais, tout à fait. Et donc, on débarque à la BTT, à l'Agora. Et bon, on vient là, les vrais touristes. Tu vois, ah, bonjour, et tout. Ouais, qu'est-ce que vous faites là et tout, hein. Et attends, et bon, et ceux qui donnaient le cours, je veux dire, attends, Zé Mario Speri, etc. Bustaman, t'étais là, tu vois un peu les Ah, clients, hein, des monstres, ah, hein, c'est clair, des c'est monstres. clair. Ouais, qu'est-ce que vous faites là et tout? On dit, bah écoutez, on pensait vous, pouvoir venir tourner un peu ici, nous.
Oui, mais attendez, et les gars, ils rient, évidemment. C'est la classe grappling et tout. Il y a Minotaur qui s'amène, lui. Il venait de tourner avec un gars, là. Il s'amène et il dit, ouais, et il avait l'air un peu comme ça, un peu, tu vois, énervé, un peu comme ça, stressé. Et il me dit, genre, qui vous êtes et tout, vous, machin. Et puis, je vois, il y a une énorme étagère avec plein de trophées. Et sur l'étagère, je Il y avait vois, la médaille du Big. non, le Big, le trophée de champion au Big, et de Ouais, champion tout quatre, c'était un énorme trophée. Et je vois le ouais. trophée qui est sur l'étagère. Et je dis, est-ce que Joukao est là? Il me regarde. Il me dit pourquoi? Il me dit, tu connais Joukao? Il me dit, ouais, je connais Joukao. Et je montre le trophée du Big. Je dis, Yeah. ça, tu vois? Je dis, c'est moi qui lui ai donné. Et Minotaur, il me regarde et il me dit, sérieux? Et alors, il se fout à rire. Attends, écoute bien le truc. Il se fout à rire. Et puis, il dit à Belfort, qui est à côté de lui, il lui dit, mais non, je comprends. Il me dit, pourquoi il m'a rendu mon pognon quand il est rentré d'Europe? Tu vois, c'était la bourse qu'il avait pris au BIC. Tu vois? Et alors, il se fout à rire. Et il me dit, quoi, vous vouliez tourner? On dit, ouais, si on peut participer à l'entraînement. Il me dit, ok, cool. Mais aujourd'hui, vous êtes là, ok, parce que ces entraînements-là, c'est que les champions qui tournent. Il dit, mais si vous voulez tourner un peu, il dit, il n'y a pas de souci. Il me dit, mais revenez pas. Il dit, mais aujourd'hui, vous êtes là, il y a pas de souci. Il me dit, C'est cool, hein? énorme, quoi. C'est Ah ouais, énorme. Bah ouais, attends, tu c'est m'étonnes. cool. Tu m'étonnes. Voilà, tu vois. Et donc, ça, c'était donc le Big, hein, qui a été, voilà, une compétition quasi, je vais dire, incontournable. Moi, j'en ai même parlé une fois avec Hatch, Ouais, qui ouais, était il a aussi venu combattu. Un participer, qui était terrible aussi venu combattant aussi. participer à un bonhomme génial. Et donc voilà, donc tout ça pour dire que voilà, si les gens ont envie un peu on va dire retourner un peu en arrière, ils peuvent aller regarder sur Internet, il y a encore quelques combats et tout, et c'est assez marrant de voir certains combattants à l'époque. Tu te dis, mais en fait, voilà, ils étaient dans un autre univers, quoi, tu vois, parce que Ouais, comme tu bien dis, sûr. c'était ce côté guerre, on y va, il n'y a pas de point, enfin, tu vois, on calcule pas, on cherche la Ouais, soumission et tout à tout. fait. Et aujourd'hui, on est dans quelque chose au niveau jiu-jitsu brésilien, on va dire fédéré par l'IBJJF, même si on sait très bien que c'est pas une fédération en tant que telle, mais on peut dire tout ce qu'on veut. C'est quand même elle qui fédère au niveau international les plus grosses compétitions, les classements, etc. Qu'est-ce que tu penses, toi, Patrick Chaput, avec ton expérience et je vais dire tes connaissances dans le domaine, qu'est-ce que tu penses, toi, cette espèce de nouveau jiu-jitsu brésilien qu'a apporté l'IBJJF avec cette codification au niveau du règlement, ses restrictions, etc. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Est-ce que tu avais imaginé que ça se passerait comme ça, déjà? Et, euh, et aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'inspire? Mais je trouve que déjà, tu vois, la réglementation d'arbitrage était déjà complexe et pas toujours facile à suivre et à gérer non plus pour les arbitres. Tu vois? Mm. Mais je trouve qu'avec tout ce qu'ils ont encore rajouté maintenant comme finesse, comme ça devient chaud. Hein. Ça devient Ça fait vraiment beaucoup, chaud. hein, Hein. effectivement, ça fait Parce que vraiment beaucoup, souvent, tu hein. vois, moi je me mets dans leur place pour avoir, moi j'ai moi-même arbitré des centaines de combats, d'ailleurs Ludo le sait, j'en ai même arbitré en shooto, Ouais. en ADCC, j'ai arbitré des combats voilà, en MMA, en BJJ, en EWASA, mais je veux dire, c'est déjà pas toujours évident. Mais je veux dire, parfois on jette la pierre aux arbitres, mais tu sais, avec les finesses qu'il y a dans l'arbitrage, Ah c'est pas ouais, c'est évident. clair, c'est clair, c'est clair. Bah, surtout maintenant, avec l'IBJJF, il y a des changements presque tous les ans au niveau des Ouais, détails. Et on sait aujourd'hui qu'avec le type de jiu-jitsu brésilien qui est pratiqué, bah, c'est le détail qui fait quelque part la victoire, tu vois. Hein, ouais. aujourd'hui, on compte même plus en points, on compte en avantage. Donc, tu vois, c'est vrai que ces finesses-là, bah, ça apporte malheureusement un plus parce que c'est des finesses, mais au niveau public, parfois c'est un peu lourd, quoi. Moi, je t'avoue que parfois, bah, j'arrive pas à regarder certains combats, même quand c'est des super combattants, parce que ça me saoule, tu vois. Parce que moi, je suis arrivé au jiu-jitsu brésilien parce que j'avais envie d'aller vers de l'efficacité dans un sport mélangé, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis plus dans le MMA, même si j'aime beaucoup le jiu-jitsu brésilien, mais pour la plupart des gens, regarder un combat IBJJF,
c'est un peu, tu vois, un peu soporifique, quoi. Surtout les ceintures noires, 10 minutes où ça cherche à, tu vois, à placer un avantage, à fermer le combat. Voilà, c'est un peu. Donc je me dis que pour toi qui as vécu une période où c'était full combat et full efficacité, ça doit quand même être un peu décevant de voir vers quoi ça va. Ouais. Ça Et arrive est-ce que d'ailleurs tu... qu'on Ouais. pique une petite colère d'ailleurs, hein. Ça À nous est quel niveau? arrivé. Bah, et ça nous est déjà arrivé. Je veux dire, ça nous est arrivé, par exemple, l'année dernière, ça nous est arrivé à Lisbonne, par rapport à. J'étais avec Khalid par rapport à Amel, hein. Mhm. Tu vois? Je Ah veux ouais, dire, voilà. ouais, au niveau des réglementations. Bah, parce que stratégiquement, maintenant, Voilà. c'est énorme aussi, hein, le travail qui se fait stratégiquement. Moi, j'ai entendu, je vais pas donner le nom parce que j'ai pas envie de, voilà, mais j'ai entendu un athlète de haut niveau, hein, qui est très connu et très compétent, dire une fois, bah, combattre et gagner, c'est deux choses différentes. Tu vois? Lui partait du principe où combattre, bah, c'était se faire plaisir et faire plaisir aux gens qui te regardent. Et alors gagner, c'était mettre en place une stratégie qui, même si le combat allait être dégueulasse, la finalité, c'était de gagner. Tu vois? Et donc tu te dis, bah, au final, voilà, on a envie que le jiu-jitsu brésilien soit un peu plus ouvert à tout le monde. Bah, je suis pas sûr que ça soit comme ça que ça va marcher, quoi. Tu vois? Ouais. Mais je sais, parce que voilà, à un moment donné, ça se joue à qui mieux, et tu vois, quand c'est qui a Ah, l'avantage, il va essayer de noyer le poisson, comme on dit, et puis voilà quoi. Tu vois, ouais, je sais. Ça, c'est un peu le problème, hein. Ça, c'est le problème. La compétition, c'est bon, ouais, c'est bien parce que ça te permet de travailler, développer ton physique, d'éprouver ta technique, etc. Mais il y a aussi une part de chance et puis il y a aussi une part de bon vouloir des arbitres, hein. mhm, mhm. Ça, Ouais. il n'y a rien à faire, hein. Pour revenir on va rester toujours un peu sur l'IBJJF et tout ça, mais pour revenir sur les grades, on en a déjà discuté en privé, hein, mais Mhm. aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, je sais pas, voilà, l'avenir nous dira quoi, mais aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que au niveau des grades en jiu-jitsu brésilien, comme Mhm. il n'y a pas enfin, voilà, comme il n'y a pas de fédération nationale, que ça soit en France ou en Belgique ou même en Hollande, hein, tu vois, je veux dire, c'est pas, on est bien d'accord, hein, on est tous liés indirectement à l'IBJJF. C'est l'IBJJF qui, quelque part, fait un peu la loi, tu vois, au niveau des grades, parce que, bah, fatalement, je vais dire, le début, enfin, le début, non, l'avènement d'un Jiu-Jitsu, c'est un moment d'arriver à la ceinture noire, même si toutes les ceintures noires le disent, une fois qu'on est ceinture noire, c'est là que réellement ça commence. Mhm. Mais pour être reconnu comme ceinture noire, il y a un moment ou un autre, bah, faut faire cette reconnaissance IBJJF, parce que c'est comme ça aujourd'hui, c'est l'IBJJF qui est le socle du jiu-jitsu brésilien C'est au une niveau référence, il n'y a rien à faire. voilà. Après, derrière, on peut dire ce qu'on veut, hein, parce que moi, je suis pas fermé au débat. Il y a beaucoup de business derrière, il y a, tu vois, il y a tout ça. Mais la réalité, elle est qu'aujourd'hui, c'est l'IBJJF qui est le patron. On peut, enfin, appelons un chat, tu vois. Ouais, c'est Il y le a, plus gros, voilà, c'est le plus grand voilà, championnat au monde, ça. C'est voilà, clair. tu vois. Au niveau des grades, j'en ai notamment parlé par rapport au MMA avec Ludo la dernière fois, mais ici, par rapport aux grades, j'ai quand même envie d'avoir ton avis par rapport à ça. Est-ce que tu penses que le fait de suivre ses élèves de la blanche à la noire, en faisant à chaque fois le système de reconnaissance de grade à l'IBJJF, ça Mhm. pourrait amener quelque chose au jiu-jitsu brésilien belge, ou est-ce que tu penses que au final c'est pas ultra important et à part la noire qui elle doit être reconnue machin, mais et que le reste bon c'est pas tu vois voilà parce qu'il y a plusieurs avis par rapport à ça. Je voudrais bien avoir ton avis à toi. Comment est-ce que toi tu vois la Oui, chose? mais c'est-à-dire qu'on n'a pas trop de choix parce que maintenant, depuis 2 ans, la fédération, tu vois, elle a, on va dire, un peu nivelé par le bas. Donc, il y a 3, 4 ans, ils avaient dit, bon, les Noirs doivent s'enregistrer, et puis après, Mhm, les Marrons aussi, et mhm. puis ils sont descendus aux Violettes, et maintenant, c'est les Blanches aussi. Donc, si t'es, voilà, donc, voilà. Ah, non, c'est vrai. Donc, et à partir du moment où tu es enregistré, c'est fini, je veux dire. Tu dois suivre une hiérarchie, tu dois suivre un timing.
Si tu as été enregistré blanc en 2020, ben, ils savent bien qu'avant 2022, tu ne peux pas t'enregistrer bleu, par exemple. Parce Mhm, qu'il faut 2 ans. mhm. Voilà. Que tu le veuilles ou non. Même si tu es la Et, et, superstar des blanches. Tu vois ce que je veux et dire? tu penses que c'est quelque chose de bon, toi, foncièrement? Est-ce que tu penses que ça va amener quelque chose de bon et que ça va recadrer un peu tout le monde à la même enseigne? Ou est-ce que tu te dis, bah, au final, c'est quand même un peu le sensei, avoir un petit peu tu vois, le niveau de l'élève, et parfois il y en a au bout de 2 ans, ok, ils méritent une bleue parce que, on le disait, hein, techniquement, ils ont ce qu'il faut, Mhm. etc. Il y en a d'autres, bah, au bout de 2 ans, s'ils s'entraînent pas des masses, ça fait 2 ans, mais en réalité, en termes d'entraînement, c'est pas ça. Et puis, tu en as d'autres qui s'entraînent comme des acharnés, et au bout d'un an, parfois, ils ont déjà un niveau bleu. Enfin, tu vois, tu Ouais. penses, parce que voilà, tu penses qu'il faut suivre cette logique IBJJF, ou est-ce que quand même le sensei doit garder tu vois, son mot à dire par rapport Mais, à ça, quoi? mais je pense que quand même, il a son mot à dire, tu vois. Mais que, bon, tu vois, passer un niveau, je veux dire, technique, un niveau physique, c'est important. Mais tu as aussi une maturité. Et je pense que les temps minimums qui ont été raccourcis d'ailleurs, hein, par rapport à Ouais, ouais, avant, ouais, ouais, ils ont ouais. été raccourcis. Je pense que les temps minimums sont nécessaires essentiellement pour ça, pour la maturité de ton grade. Tu vois ce que je veux dire? Dans l'évolution de Mhm. ton jiu-jitsu. Parce que tu sais comme moi qu'une blanche, il arrache comme un dingue, machin, nan, nan. Et puis bleu, c'est parfois encore un peu limite, machin. Et puis à partir de Mhm. violette, ça commence à s'ouvrir. Tu vois? Ouais, ça commence à comprendre le Voilà, principe, le quoi. feeling. Ouais, bien Mais c'est sûr. aussi une maturité du combat, tu vois. Et d'ailleurs, tous, de la première génération de ceinture noire, tu vois. Et je parle là parce que bon, on parle, voilà, en live et ouvertement. Et ils peuvent tous en témoigner. Je veux dire tous, que ça soit, je veux dire, Sabatine, Hakim, etc. Toutes les ceintures de la première génération. Quand je leur disais parfois, tu vois, on était à Lisbonne, ils étaient champions en marron, machin, je leur disais, OK, les gars, bientôt ça va être à vous en noir et vous allez voir, c'est un autre univers. Eh bien, tous, quand ils ont combattu la première fois en noir, quand ils sont descendus, c'est la première chose qu'ils m'ont dit. Purée, Ouais. pas de raison, hein, ça n'a rien à voir. Et je vous l'avais dit, les gars. Parce qu'en noir, c'est aussi une question d'aboutissement d'une maturité de ton jiu-jitsu, tu vois. C'est pas Mhm. seulement parce que en marron, déjà, tu peux être, au niveau technique, tu peux être déjà très abouti et être un vrai tueur des tapis. Mais en noir, c'est un feeling. C'est, tu vois, cette stratégie et jouer avec ta technique. Et, tu vois ce que je veux dire? Savoir Mhm. gérer le combat. C'est une gestion, tu Mhm. vois, dans ton mental et dans ton physique. Et voilà. Et je Et, pense que le nombre d'années, c'est nécessaire pour ça, pour acquérir ça. ben justement, par rapport à ça, moi, il y a un truc, je voulais aussi avoir un peu ton avis là-dessus. Euh, Quelque chose que, voilà, j'ai remarqué, mais je suis pas le seul, euh, qui apparaît aujourd'hui, c'est qu'en fait, avant, enfin, quand je dis avant, je parle de, il y a 10 ans et plus, tu vois, Mhm. euh, on arrivait dans le jiu-jitsu brésilien, on était déjà adulte ou adolescent. Je pense par exemple à Hafid et ses frères, etc. Mais voilà, ils sont Mhm. arrivés ados, tu vois. Ils n'ont pas commencé avec toi quand ils avaient 4 ans, tu vois. Ils étaient Ouais. déjà ados, donc ils étaient déjà juvéniles, on va dire, tu vois. Aujourd'hui, il y a des enfants qui commencent à 4 ans, tu vois, et Ouais. qui se retrouvent 10 ans ou 12 ans plus tard, bah, parce que là, je les bloque, encore ceinture bleue, encore, tu vois, au début du grade adulte, parce que fatalement, ils sont jeunes, mais en Mhm. réalité, cette maturité dont tu parles au niveau jujitsu, tu vois, elle est déjà acquise, tu vois. Moi, je l'ai vu chez certains, euh, je, voilà, je pense à certains, je vais pas commencer à donner des noms, j'ai pas envie de faire de jaloux parce qu'il y en a plein, mais j'ai vu des gars de 17, 18 ans qui étaient bleus ou qui étaient violettes, mais faire beaucoup plus mal que des ceintures noires qui sont ceintures noires depuis 3, 4, 5, 6, 10 ans. Et c'est normal, pour la simple et bonne raison que ils sont moins gradés, mais ils ont peut-être plus d'années de pratique. Tu vois ce que je veux Ils dire? ont, ils ont eu un bagage aussi qu'on leur a offert qu'on n'avait pas à Exactement, l'époque. exactement, exactement. Ils ont des années qui sont beaucoup plus fournies, mais des années en plus, tu vois. Et ça, comment est-ce que il y aurait moyen, tu penses, tu vois, de différencier ça? Tu comprends ce que je veux dire? Parce que
À l'époque, c'était pas compliqué. À l'époque, c'était simple. Bah, pour être bleu, il fallait ça. Pour être violette, il fallait ça. Pour être marron, il fallait ça. Et pour être noir, voilà, il fallait un accomplissement de. Mhm. Aujourd'hui, on se retrouve avec des mecs qui sont. Moi, je te prends mon cas, hein, tu vois. Je te prends mon cas. Ça fait une douzaine d'années qu'on a commencé. Après, j'ai été en dents de scie. Je suis marron aujourd'hui, mais je sais très bien qu'il y a certaines bleues, ils me rincent. Tu vois, parce que Ouais. parce que ils s'entraînent depuis autant de temps que moi, tu vois, mais c'est juste que eux, ils étaient quêtes. Moi, je les ai vus commencer à 5, 6 ans, tu vois, et ils se sont entraînés comme des acharnés parce qu'en plus de ça, ils étaient jeunes et tout. Et donc aujourd'hui, techniquement, ils sont beaucoup plus avancés. Physiquement, on n'en parle même pas parce qu'ils sont dans la fleur de l'âge. Donc comment est-ce que tu penses qu'il y aurait moyen de différencier ça, tu vois? Parce que parfois, c'est délicat, tu vois, c'est Mais délicat. tu Alors sais, du coup, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Je vais te donner des exemples. Par exemple, Amel, 18 ans, mhm. 18 ans pour avoir sa ceinture noire. T'imagines? Ouais, ouais, 18 ben ans de voilà, pratique avant la noire. ouais. Tu vois? Ben, Voilà. Par elle exemple, fait partie de cette génération-là. Hein. Elle fait partie de cette génération-là. Moi, je me voilà. rappelle, elle avait 7 8 ans quand je la voyais au Spartakiad faire ses compétitions, tu vois. Donc, elle fait partie de cette génération-là. Je pense notamment aussi à des gars comme Alan Sikou, tu vois, qui sont aujourd'hui ceinture noire, champion du monde. Enfin, tu vois, et il a battu Ilke Boulout en finale de championnat Newaza alors qu'il était encore marron. Enfin, tu vois, tu te dis bon, c'est quand même des gars. Il a été récemment en France faire des compétitions, des galas en sub only, tu vois, notamment chez Hatch. Et Hatch après il m'a dit mais ce garçon-là c'est un phénomène, tu vois. Je dis ouais mais tu vois, parce qu'il a été battre des mecs qui étaient ceinture noire depuis 4 5 ans là-bas alors qu'il était encore marron. Mais ces gens-là font partie de cette génération qui ont clairement quelques trains d'avance. Comment est-ce Oui. que, Mais tu tu vois, sais, ça, comment est-ce que tu tu vois, penses que ça va continuer à évoluer en fait, tu vois? mais écoute, le truc, je te dis, ça a toujours été comme ça. Moi, je me souviens, en 99, si je ne m'abuse, on était à Rio pour le mondial. Et Jacare, comme Fabricio Verdum à l'époque, comme Jacare José Souza, hein? Gratti, il tournait en Jacare bleu. Souza, hein? Il tournait en Jacare bleu. Souza, on parle bien de Jacare Souza, ouais. Donc, Parce que comme tout à l'heure tu parlais de Jacare. non, non, Jacare Souza, Ronaldo Souza. Et, Ouais. il tournait en bleu. Verdum tournait en bleu à l'époque. Roger Grazzi tournait en bleu à l'époque. T'imagines, moi, je les ai vus combattre en Ouais, bleu. bah ouais. Tu vois? C'est Et rigolo parce que la même déjà année, ils c'était des étaient bêtes en violets. Tu fait. vois ce que je veux dire? Ah, Tu bah vois? ouais. Donc, voilà. Et, eh bien, Jacques Harré, moi, je n'oublierai jamais ça. Et Euh, juste pour info, au moment où ces gens-là étaient bleus, toi, t'en étais où dans les grades? eh ben, je viens de te dire, la même année, j'ai passé ma violette à Rio, Ok, ouais, à la ouais, donc, période où ils ok, étaient champions du monde en bleu. ok, Voilà. d'accord. Donc, Ouais. j'ai vu Jacques Harré, par exemple, qui avait déchiré, et j'entends encore. Nous, on était dans les gradins avec les Saint-Audoir. Moi, j'étais là avec Roberto Traven Mhm. dans les gradins parce que c'était devenu un ami. Il venait en Belgique, il restait chez moi à la maison, on s'entraînait ensemble, etc. Tu vois? Et, et les ceintures noires entre eux, ils disaient à un moment donné, donc des gars comme Medeiros, Traven, etc. On était un petit groupe. Et quand ils voyaient combattre Jacare, ils disaient merde, putain, heureusement qu'il combat pas en noir celui-là. Oui, Ouais, je te donc en jure. fait, déjà à l'époque, c'était le cas, quoi. Je te jure. Déjà à Quand l'époque, ils le c'était le voyaient, cas, quoi. comment il combattait, ils disaient heureusement qu'il combat pas en noir, lui. Ouais, donc déjà à l'époque, c'était déjà le Mais cas, ouais, quoi. il En y fait, aura toujours des phénomènes comme ça. Mais le ça problème, va. c'est que je ne suis pas convaincu que c'est un service de monter trop vite en grade. Je ne suis pas convaincu. Il faut un minimum quand même. Il faut laisser un minimum de temps imparti. Tu vois? Mhm. Il ne peut pas Mhm. monter trop vite. Je ne pense pas. Je pense que que c'est une erreur. Parce que je te dis, même s'ils sont doués techniquement, machin, à un moment donné, ça devient une question de maturité. Et quand ils sont dans la machine noire, après, tu n'as plus de marche arrière quand tu es dans la Ouais, t'as machine. plus de marche arrière. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ce que Moi, j'ai beaucoup vu des disent. gars Ouais, c'est ce passer que la beaucoup noire, disent. tu vois, passer la noire, et puis tourner dans des académies, se faire dégommer dans 2, 3 endroits par des violettes et arrêter le Mhm. BJJ. Hein. C'est fini. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça, c'est le danger, tu vois. Ça, c'est le... C'est le risque, hein. Ouais, c'est le risque, non, c'est Parce que clair. quand tu es noir, moi je le dis toujours, quand tu es noir, tu peux pas être toujours le meilleur, tu peux pas être toujours le champion, tu peux pas battre tout le monde.
On est bien d'accord. Mais moi, je demande qu'une seule chose. Quand tu es noir, si vraiment tu es noir, si tu n'es pas capable de le battre, tu dois au moins savoir faire un match nul. C'est comme aux échecs. Si tu ne peux pas le battre, tu dois au moins pouvoir le gérer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois Tu tout vois à ce que fait je ce veux que dire? tu veux Si tu dire. sens qu'il est plus fort que toi, il est meilleur que toi, eh bien, ok. Tu dois au moins savoir pourrir le combat, on va dire, pour Ouais, mais c'est pouvoir ça en qu'au fait, bout ouais. du temps, c'est pattes. Comme aux échecs. C'est comme aux échecs. Tu ne peux pas gagner. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais patte, comme on dit. Tu vois, faire patte, Ouais, tu tu, amènes le jeu dans une situation où personne ne peut gagner. ouais. Voilà. C'est Et je pense en que ça, gros, c'est un minimum. ouais, Et ouais. ça, c'est la C'est, maturité. Tu vois, la voilà, maturité de c'est savoir. ça que j'allais dire, c'est ça Voilà. que j'allais dire. Ça, c'est un peu la maturité du coup qui va faire que tu vas réussir à un moment à annuler le combat en fait. À faire en Au-delà sorte de, qu'il ne pourra pas te gérer, il ne pourra pas te finir, ah, il ne pourra pas, tu vois, voilà, c'est tout. ah, ouais. Tu, tu, Parce que toi, tu, tu sais, tu, voilà, toi, tu sais que tu pourras pas le battre, ouais. mais derrière, tu sais ce qu'il faut faire pour que lui ne te batte pas non plus, quoi. En gros, c'est un Voilà, peu qui ne peut ça jamais le. arriver à te battre Ouais. non plus. Et même s'il va gagner aux avantages ou un truc, mais Oui, voilà. en soi, on s'est compris. C'est Voilà. ne pas se faire soumettre et ne pas se faire prendre 15 points dans sa tronche. Voilà. Ouais, ok. Ok, Parce ok, que ok. tu vois, moi, le truc qui me désole le plus, c'est quand tu vois une ceinture noire et il monte en combat et puis il se fait déchirer, je veux dire. Dans les 3 minutes, il se fait mettre 12, 15 points et puis il se fait finaliser. Et tu as eu vraiment l'impression qu'il a été pendant 3 minutes en mode de survie. Tu vois, machin. Ça, c'est regrettable. Et pour ne pas voir ça, je pense qu'il faut un temps, il faut une maturation, tu vois, il faut qu'ils arrivent à maturité. Bah, d'autant plus que maintenant, enfin, moi, quand j'ai commencé, j'ai pris mes premiers grades, quand j'étais bleu, machin, et que je tournais avec une marron ou une noire, tu vois, il y avait toujours et même encore maintenant, hein, honnêtement, même encore maintenant, quand je tourne avec une ceinture noire ou quoi, il y a toujours ce respect, tu vois, qui va Mhm. faire que je vais jamais, même si je sens, par exemple, que il est fatigué, que tu vois, parce que ça, voilà, ça peut arriver, hein, tu vois, tu tournes un On est jour, des humains, hein. Voilà. voilà, t'as pas eu une bonne nuit, machin. Ben, moi, je vais quand même avoir ce recul parce que je l'ai appris, tu vois, parce que voilà, parce que Hakim et Younes, c'est des choses qu'ils nous ont apprises, même s'ils ne nous ont pas c'est des choses qu'ils nous ont appris dans le comportement, de toujours Mhm. avoir ce respect, tu vois, de, ok, on a, quelque part, on n'a pas à prouver quoi que ce soit, tu vois, on sait ce qu'on peut faire, mais on s'arrête là, tu vois. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, une bleue, si elle peut déglinguer une noire, et Ah si ouais. elle peut la finaliser 35 fois sur 2 minutes, il va pas se gêner, quoi. Tu vois, donc c'est pour ça que tu as raison quand tu dis qu'il y a un moment, il faut quand même une certaine maturité, que pour pouvoir annuler et pourrir, j'ai bien aimé cette expression, hein, vraiment, pouvoir pourrir le combat pour Ouais, quelque part ouais. dire, ok, je te battrai pas, parce que tu as peut-être des acquis physiques, machin, un truc que moi j'ai pas ou que j'ai plus, mais t'inquiète pas, t'auras pas ma peau, quoi. En gros, c'est ça, Ouais, voilà. c'est ça le concept, quoi. Euh, Patrick, par rapport à ce que tu as mis en place, par rapport à tout ce que tu as apporté dans ce sport, Mhm. question un peu difficile, est-ce que tu as certains regrets? Regret. Moi, je pense que le seul regret que je peux avoir, c'est que moi, j'ai eu un rêve à une époque, tu vois, qui était peut-être un peu utopique, de pouvoir croire qu'on pouvait rallier tous les courants et mélanger tous les courants, et qu'avec tous ces courants, on allait faire une entité qui allait devenir tellement forte qu'on allait nettoyer l'Europe, et on aurait pu le faire à une époque, vraiment, parce qu'on avait une avance telle que, je veux dire, voilà. Et puis voilà, et puis mes rêves, voilà. Et le fait est que la nature humaine veut que les sensibilités humaines, les comportements humains, l'ego humain, et puis parfois l'ambition humaine, fait Mhm, que voilà, mhm. Ouais. que ça n'a Bah pas pu se écoute, réaliser. Et ça, c'était peut-être mon seul regret. Parce que maintenant, je pense que le niveau des ceintures noires global, et quand je parle de ça ne m'apporte rien, je veux dire. Et ils le savent. mhm, Je leur ai dit plein de fois, je veux dire que ce soit Hakim, Sabatine, n'importe quoi. Quand vous êtes champion, les gars, c'est pas pour moi. C'est pour votre CV. C'est vous qui ouais, allez avoir ce CV dans 10 ans, dans 20 ans. c'est C'est vous clair, qui allez c'est traîner clair. ce CV. C'est pas pour moi qu'on fait ça. Tu vois, c'est parce que on essaie de tout faire pour avoir un maximum de champions et qu'on a une image, tu vois, globale du pays, une image du niveau.
Tu vois, c'est tout. Mhm. Mais certains n'ont pas compris ça. Et je pense que ça a été ma plus grande déception en Belgique. Ouais. Parce qu'on serait beaucoup plus loin maintenant que ce qu'on aurait pu être, que le résultat actuel. On a quelques champions, c'est vrai, mais on aurait pu être beaucoup plus Ah, loin. ouais, bien sûr, bien sûr. Et par rapport à ça, justement, on parlait tout à l'heure de notamment Patrick Bitan ou même de Michael Esco, qui ont développé des business réellement, parce que voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont réussi à développer. Euh, Patrick, question qui, je veux dire, je m'attends un petit peu à la réponse parce qu'on se connaît personnellement, mais est-ce que tu te dis pas, toi, j'aurais peut-être dû aussi axer la chose plus d'un point de vue business, parce que malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, tu vois, c'est comme ça que ça marche. Ou est-ce que tu te dis, non, moi j'ai été entier dans ma démarche, tu vois, et quelque part, bah voilà, c'est tout. Moi, je sais que j'ai été droit dans mes bottes, tu vois. Maintenant, Qu'est-ce que tu... voilà, je vais te dire un truc. Tu sais bien que moi, je suis toujours très direct, très. Hein. Bon, je pense que ceux qui me connaissent depuis longtemps savent comment je suis. Hein. Je veux dire, je sais pas, comme je dis parfois, je suis un peu un livre ouvert. Moi, hein. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et, mais écoute, par rapport à ça, je vais te dire un truc. Beaucoup m'ont dit ça. Tu aurais pu y aller à fond et développer et plus faire que ça. Mais bon, à l'époque, d'abord, je gagnais bien ma vie. Donc pour moi, c'était le BJ, c'était essentiellement une passion. Et maintenant, je vais te dire un truc qui va, je vais dire un petit truc, une petite anecdote qui n'a rien à voir, mais qui va te donner l'état d'esprit. Quand j'invite au restaurant une femme que j'aime, je suis un indépendant. Je vais jamais mettre ça sur une note de frais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois tout à fait Ouais. ce que tu veux dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. J'assume. Ouais, Quand clairement, j'aime clairement, quelque chose, clairement, je l'assume de mon propre chef. clairement. Je ne vais pas Bah écoute, essayer c'est tout à d'outiller ton un. honneur, Patrick. Voilà. Tu C'est vois, tout à voilà. ton honneur. C'est tout à ton honneur. Je crois que ça résume bien la personne que tu es, tu vois. Et parce que voilà, parce que quelque part, tu sais, tous ces petits jeunes, euh, et quand je dis petits jeunes, c'est pas du tout péjoratif, hein, on se comprend bien. C'est cette Ouais. nouvelle génération qui voit aujourd'hui les clubs fleurir un peu comme des champignons, se dit, mais attends, ce mec-là, il est arrivé dans le business, il était précurseur du truc, machin et tout. Pourquoi il a pas fait? Ben voilà, voilà la réponse. Tu vois, j'ai envie de dire. Et avec des organisations comme le BIC, etc., on aurait pu. Ah ouais, bien sûr, bien sûr, Voilà. bien À un sûr, moment bien donné, sûr. on Oh, avait bien sûr. 13 clubs qui étaient reliés. J'étais président de la Fédé. J'aurais pu dire maintenant, on a Mhm. 13 clubs, on va pousser le bouchon à fond et on Ah, va bien essayer sûr. d'en avoir 20, d'en avoir 30. Et puis voilà, et on va organiser plusieurs championnats et on va faire de la thune. J'aurais Ouais. pu, mais c'était une passion. Voilà, c'est ça le C'était, truc. voilà. Ouais, ouais, non, je pense que t'as ton, voilà, Tu crois que là, ton exemple résume bien si je vais la encore avec pensée, eux, quoi. tu vois, si je vais encore avec eux un peu partout dans le monde en championnat, et si je combats encore, tu crois que c'est pourquoi? Tu Ah, crois que bien c'est sûr, pour, bien tu sûr, crois que c'est pour la gloire? Non, c'est parce que bien j'aime sûr, ça. bien sûr. C'est tout. J'aime Ah ça et c'est bah, pour moi encore avoir un plaisir personnel. Voilà. bah, justement, j'allais y venir, tu vois. On arrive vers la fin de cette deuxième partie et fatalement, on a commencé par toi, on va finir par toi aussi. Euh, Tu es compétiteur, Patrick. Tu es compétiteur, tu t'es jamais arrêté. Tu Ouais. t'es jamais arrêté, t'as pas arrêté. Alors, effectivement, aujourd'hui, après, je veux dire, presque une trentaine d'années de baroudage dans le jiu-jitsu brésilien, Mhm. oui, tu es en master, tu te retrouves avec des catégories qui sont pas remplies, qui sont pas les catégories adultes ou master 1, c'est une évidence, tu vois. Mais moi, j'ai envie de saluer quand même, tu vois, cette volonté de continuer à être combattant, tu vois. Et, et j'aimerais que tu nous expliques cette expérience, parce que voilà, c'est une expérience que, au final, euh, je sais que certains, on va parler clairement, hein, je sais que certains critiquent et disent ouais, mais c'est des catégories dans lesquelles il n'y a pas bon grand monde, machin. Mais en réalité, moi j'ai envie de dire, il n'y a pas grand monde dans ces catégories-là parce que les gens n'y vont pas. Tu vois, les Ben oui, gens parce qu'à un moment à donné, les gens, partir ils sont au bout de la route et ils veulent plus aller. ah ouais, clairement, là, c'est clairement ça. Les gens ne se Ouais, rendent pas c'est ça. compte. Moi aujourd'hui, je m'approche de la quarantaine, je suis papa et tout. Je me dis, ouais, mais attends, moi, dans 15 ans, en compétition, ouais, ça va pas ou quoi? Tu vois, et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Comment est-ce que toi, tu le vis, ça? Est-ce que tu te prépares? Est-ce que, enfin, tu vois, comment est-ce que tu prépares ça? Même, je veux dire, mentalement, parce que
avec la vie, on a des blessures, on Ouais, récupère ça plus fait. comme avant. Enfin, tu vois, c'est toutes des choses qui sont tellement élémentaires, mais qu'en fait les gens ont tendance à oublier. Comment tu le vis, toi, maintenant, les compétitions? Donc, tu te retrouves à l'Open du Japon face à un Japonais qui est chez lui à la maison et limite qui est peut-être en meilleure forme physique ou quoi. Comment est-ce que toi tu le vis? Comment est-ce que, enfin, tu vois, qu'est-ce qui te pousse à faire ça encore, en fait? Quand tu parles de ça, le japonais à l'Open du Japon, tu vois, quand certains disent, là, tout est relatif, mais le japonais, voilà, au Japon, c'est le champion du monde 2019 et il est numéro un Ah ouais, mondial. clairement, ah, clairement, Voilà. clairement, clairement. Et je perds contre lui 2 à 4 avantages. Ah, mais c'est pour ça, Tu mais vois. c'est justement ça Voilà. Il me met le les 2 points questionnement, il est d'entrée, il là. me met 2 points à l'entrée, et après, je l'attaque dans 4 phases de finalisation. Et je prends 4 avantages pendant le combat, mais j'arrive jamais à lui remettre ces 2 points. Mhm, Parce que mhm. c'est un numéro un mondial aussi. Le gars, je veux dire, il n'y a rien à dire. Le gars, il est super fort, hein. Le japonais, voilà. En plus, il est ceinture noire de Newaza. Il gère la fédération japonaise de Newaza. Ceinture noire de judo compétiteur. Et comment tu le vis, toi, à ce moment? Est-ce que, tu vois, en tant que compétiteur, voilà, t'arrives sur le tapis. Dans quel état d'esprit tu es? Moi, mais j'ai toujours été Ouais. relax. Ouais, et tu peux demander ça à Kim quand tu le vois ou à Sabatine. Bizarrement, non seulement j'ai toujours été relax, mais je me suis jamais entraîné ou préparé pour un championnat. Jamais. C'est dingue, ça. C'est dingue. C'est fou. Jamais. C'est, Quand on est allé ouais. à Lisbonne, tu vois, parce que Lisbonne, ça a commencé assez tard, tu vois. En 2005, c'était la deuxième édition, je crois seulement, de Lisbonne en 2005. Et on est allé là, les gars savaient même pas que j'étais inscrit. Et quand Hakim et Sabatine ont vu mon nom sur le tableau, ils m'ont dit, mais merde, t'es inscrit? Sérieux? Tu vas combattre? Ils m'ont dit, mais ça c'est fou ça. Mais ça fait 2 mois que tu nous briefes, que tu nous entraînes, tu nous prépares, mais on t'a jamais vu te préparer toi physiquement pour tourner, toi. Il dit, ouais, t'as fait des trucs comme ça avec nous, mais toi, on t'a jamais vu tourner. Toi. Tu vois? Et ils Ouais. étaient Donc, sidérés. Mais j'ai toujours été c'est, comme ça. c'est, c'est l'aventure, quoi, l'aventure du combat, quoi. En Mais gros, moi, c'est, j'estime qu'à un moment donné, ta technique doit prévaloir, et je pense que c'est ça l'essence du jiu-jitsu brésilien. Peut-être que ça, c'est mon côté gratte-jiu-jitsu d'origine. euh, Tu vois, à un moment donné, la technique doit prévaloir et tu dois. Moi, j'arrive à combattre. Peut-être c'est curieux, mais je sais pas. C'est comme ça à la maîtrise, sans me fatiguer en combat. Tu vois, je sors de combat et je suis pas essoufflé, je suis pas tétanisé, mes muscles sont relax. Tu vois, et je c'est, pense c'est, que c'est à c'est- ça qu'il faut arriver. C'est ça le secret. Après, quand tu peux être comme ça, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une force de rhinocéros et d'avoir une condition physique, tu vois, de guépard à la course? Je sais pas. euh, Tu vois ce que je veux dire? écoute. La gestion Ouais, permanente du combat. De gérer dans ton mental et dans ton esprit le combat en permanence. Je pense que c'est ça le secret. c'est une forme un peu plus, je dirais, holistique du combat, quoi. C'est pas la technique, la force, c'est un tout. Ouais, ouais. Écoute. Et dernière petite question, parce il y a, il y a Yacine qui se lâche là. Il y a Yacine qui nous dit, les gars, je reviens à 6 heures du mat, vous serez encore là. Ah, d'accord. Euh, Patrick, comment est-ce que tu vois, donc ça, j'avais eu ici, justement, Yacine Azarkan qui avait aussi fait un live avec moi par rapport au Jiu-Jitsu. Et je lui avais aussi posé la question, et c'est un peu une habitude que j'ai de poser cette question aux gens qui pratiquent le Jiu-Jitsu sur les lives. Comment est-ce que tu vois le Jiu-Jitsu dans 10 ans, dans les 10 années à venir? Vers quoi est-ce que tu crois que ça va aller? Ben, comment je le vois ou comment je crains qu'il soit. C'est ça la Non, question. comment toi tu crois que ça va se passer? Ben, moi, j'espère que voilà, qu'il va rester plus ou moins comme il est, au contraire, qu'il va s'ouvrir, et peut-être qu'il va se diviser en, tu vois, une classe vraiment professionnelle où des gars peuvent en vivre Mhm. et vraiment gagner leur vie avec ça et assurer. Et alors, bien sûr, ça voudrait dire que on aurait une branche qui virerait vers l'olympique, parce que tu sais comme moi que c'est pour ça que tout le monde Ah, chasse l'olympique, parce que dès que tu as l'olympique, tu as les sponsors. Dès que tu as ouais, les ouais, sponsors, il y a de l'argent. t'as l'argent, bah ouais. Parce que regarde, la plupart des sports olympiques,
sont des sports dits amateurs. Mhm. Bien d'accord. Et alors, quand tu vois des gars comme, je sais pas, comme Carl Lewis, comme, tu vois, Ah, bah, évidemment. ou autres, eh ben, ces gars, ils sont blindés. Hein. Ah, bah, Financièrement, ils sont blindés. Hein. les lutteurs aux États-Unis, hein, les lutteurs aux États-Unis, Ouais, mais je veux dire, voilà. ceux qui arrivent à choper des médailles, leur carrière, elle est toute faite. Hein. Mais voilà, quand tu es olympique, que tu sois en athlétisme ou un truc, d'office, tu vas pouvoir vivre de ça et finir tes jours tranquille avec ça. Mhm. Voilà. Mhm. Et je pense qu'il faudrait en arriver à ça parce que je pense que au niveau olympique, à part ça, je vois pas parce que tant qu'il faut payer, et le problème aussi, tu sais comme moi, c'est le dopage. Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Écoute, je vais te donner un exemple, tu vas vite comprendre. Pourquoi est-ce que tu crois qu'on est au hasard alors que tout est pris en charge? On est au hasard dès que tu es un compétiteur au niveau, tu as un truc, par exemple, Amel, elle a un salaire ADEPS, hein, parce que ils sont deux ou trois, je crois, à la Sens, à toucher une indemnité ADEPS, parce que c'est des compétiteurs au niveau mondial, tu ouais, vois. Et alors, tes déplacements, tes hôtels, tes trucs, tout est pris en c'est pris charge. en charge, quoi. Voilà, donc ça te coûte plus rien. Le BJJF, tu sais comme moi les sacrifices financiers qu'il faut faire. Ah ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et Mais Yacine est là pour en témoigner d'ailleurs. voilà, mais le truc c'est que pourquoi tu crois qu'il n'y a pas de Brésiliens dans les voisins et pratiquement pas d'Américains non plus. Parce qu'il y a des contrôles. Amel l'année dernière a été contrôlé 6 fois sur un an. Et contrôle, je veux dire, ding dong, vous êtes bien, mademoiselle Amjaïd, chez elle, à la maison. Ok, vous voulez bien, voilà, nous donner un test d'urine de ça, une prise de sang de ça, machin, merci, au revoir. Ouais, donc il y a un suivi, quoi. Donc, c'est même pas seulement un contrôle dans les tournois, mais carrément, il débarque chez les athlètes qui sont top niveau, champions du monde, tu vois, dans les tops. Ah, Et comme ça, au hasard, ils te contrôlent. Si on ferait ça, il faut être honnête, si on ferait ça en IBJJF, il n'y aurait plus personne. bah, attends, voilà. Ah ouais. Et même Ah en ouais, c'est clair. UAE, tu vois, voilà. Si on ferait ça, je veux dire, voilà. Quand tu vois, regarde, tu avais eu Herbert Santos, là, qui avait eu des problèmes de contrôle à Mhm, l'IBJJF, mhm. pour Bah, finir. Kenan Duarte, hein. Kenan Voilà. Duarte aussi, hein, s'est fait choper. Ah non, c'est clair. Mais ouais, voilà, c'est ça le problème, tu vois. C'est vrai Mais qu'ils sont. il reste champion du monde. Il reste champion du monde, le mec, tu vois. Il reste champion du monde. Il a eu son titre, il a eu sa médaille. Et puis, 2, 3 semaines plus tard, bon, bah, il est positif. On va lui retirer son titre officiellement. Mais en Ouais, réalité, dans ouais. la tête des gens, il reste champion du monde. Il a été champion du monde. Il est monté sur le podium, point à la ligne, quoi. Ah non, c'est sûr. Ouais, Tu c'est vois, sûr. c'est ça. Et ça, c'est un gros problème parce que, voilà. Parce que, tu vois, je me souviens, il y a eu une époque, Jamel Bourras, tu vois. Mhm. Jamel Bourras, ça te dit rien? Ah, La méga star du judo en France. le judoka, ouais, ouais, le rasé, là, Français. avec le boucle, là, hein. Qui était le plus titré à l'époque de tous les judokas. Je veux Ah! dire. Il avait Mhm. été champion fédéral, champion de France, champion d'Europe, gagné la Coupe d'Europe, gagné la Coupe du Monde, gagné le championnat du monde, et puis il est aux Jeux Olympiques. Et aux Jeux Olympiques, il déchire. Et là, il est contrôlé positif. Et on lui retire tous les titres des Tout, 2 ans ouais. précédents. C'est Tous vrai les qu'il, titres. c'est vrai que c'est un oublié, hein. C'est un oublié, hein. Ah non, Ouais. c'est clair. Sa Contrôlé à la carrière, elle a main été de. foutue, ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il prend 2 ans de suspension. Après 2 ans, il revient et il dit mais moi, vous savez pas que moi j'étais fort ou quoi? Vous vous rendez pas compte? Et vous croyez que juste parce que je prenais cette nandrolone, parce que c'est pour ça que je déchirais tout. Rien à voir. Vous allez voir qui je suis. Championnat de France. Il fait 7e. Ah, bah. D'accord? Tu vois où je veux en venir? Ah, ouais. Ah, c'est clair. Et ça, c'est dommage, tu vois? Ça, c'est dommage. C'est clair. Ouais. Malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Patrick, Oui. on arrive au bout. On Il pourra faut, en ouais, il faire, faut aller, on faut aller pourra, dormir. on pourra, ouais, c'est ça, on pourra en faire 4 ou 5. Il y a Yacine qui nous dit, les gars, demain c'est mercredi. On pourrait encore en faire 4 ou 5. Mais écoute, moi je vais te dire un truc. Nous, on a des projets par rapport bah, à ce média. On va faire un peu le tour des salles, le tour des coachs, le tour des maîtres. Et vous inquiétez pas. Il y a Jorek qui nous dit on veut un épisode 2. T'inquiète, il y aura mieux qu'un épisode 2. On a des choses qui sont prévues. Euh, Patrick continuera de Mhm. faire partie évidemment de ces projets. On en reparlera. Je te remercie Patrick. Un grand merci à toi. Mhm. Merci Mais pour ta je peux juste, disponibilité. je peux juste faire une parenthèse.
Justement, j'allais te dire, si tu as encore un truc à dire, n'hésite Non, pas, non, ça vas-y. c'est juste pour les compétiteurs dans l'âme qui, Ouais, s'il y en ouais. a, ou ceux qui sont là qui peuvent. Les gars, l'UAE a réouvert son calendrier. Ah, Ouais. Le Grand Slam des États-Unis aura lieu à Miami en septembre. d'accord. Donc, pour ceux qui sont compétiteurs dans l'âme, il y aura un Grand Slam à Miami en septembre. Ce sera, à mon avis, le premier calendrier du championnat parce que l'IBJF, avant au moins dans le courant bien de l'automne, moi j'espère toujours que le Japan, enfin l'Asian Open, tu vois, au Japon Mhm, mhm. aura lieu, mais bon, il y a des doutes. Mais en tout cas, le Miami, il est booké. Le Grand Slam de Miami est booké en Ok. septembre. Donc Ah s'il y bah a écoute, des bon. candidats, non, mais je leur dis parce que s'il y a des Ah, candidats, bon, c'est bon à savoir. C'est bon ils à ont intérêt à savoir. booker des billets d'avion maintenant. Parce que sinon, dans 2 mois, tes billets d'avion, tu vas les payer. Ouais, tu vas les payer. Ah, c'est clair. Tu allais payer un Moi, pont, ouais, je non, peux c'est vous sûr, dire que c'est sûr. maintenant, les billets d'avion, maintenant, je crois que c'est parce que Nico, tu vois, le frère de Félix, Mhm, Nico mhm. Penzer, qui est quand Penzer, même dans ouais. le top 10 mondial en BJ, ben, il avait regardé pour booker les billets et les billets pour le Grand Slam pour Miami étaient à 500 balles maintenant. Ouais, donc c'est encore raisonnable, quoi. C'est un prix raisonnable pour Miami, hein, parce que Ah, dans ok. un bon mois, les billets, ils auront 50% de plus et dans deux C'est mois, le ils seront double, plus ouais, bas. voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Ça, c'est clair. Ah bah écoute, merci pour l'info. Donc, s'il y en a qui Euh, veulent vraiment aller combattre, voilà. on- on- de toute façon, on reste en contact. Et Ok. voilà, on a parlé avec Patrick de, enfin voilà, Patrick a des petits projets pour l'été. On en rediscutera. Ce sera peut-être l'occasion de faire un live juste pour ça et juste pour Ok. expliquer un peu le concept. En attendant, je te souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Un grand merci à toi. Franchement, c'était vraiment top. On aurait pu, voilà, on aurait pu en faire encore deux ou trois des lives à la suite, mais on va quand même aller dormir. Demain, on Ouais, oui, bosse. parce que demain, il faut se lever tôt. Ah, voilà, exactement, exactement. Déjà qu'on n'a pas Ouais. beaucoup dormi. Allez, un grand merci à toi, merci à tous. Yassine, je t'ai pas beaucoup répondu, mais franchement, c'est toi qui me faisais sourire depuis tout à l'heure. Je lisais un peu là et voilà. Merci à toi aussi, Yassine. Merci à tous. Jorek, bonne soirée et moi je vous dis normalement à jeudi. Je vous confirmerai l'invité demain, mais normalement je vous dis à jeudi. Allez, bonne soirée. Cool. Salut Pat. À Ciao, bientôt tout ciao. le monde. Bye. Bonne nuit.